Du coup, la phrase d'accroche, ça peut être une définition. Par exemple, on vous demande la définition de l'épistémologie. Je donne un exemple, c'est un vieux cours que j'avais eu quand j'étais en P1 il y a 2 ans. L'épistémologie, qu'est-ce que c'est? On vous pose cette question-là. Même si la problématique, c'est pas ça. Ça peut être un mot compliqué, par exemple, définissez-moi l'éthique. Eh ben, tu donnes la définition de l'éthique, de la morale, de la bioéthique, de ce genre de choses. Je ne sais pas si vous avez fait ces cours. Alors, des cours qui peuvent vous parler, par exemple, la personnalité. Ça doit vous parler parce que c'est sorti assez récemment. Enfin, en tout cas, en début de semestre. La personnalité, on vous demande, eh ben, décrivez les différents types de personnalités selon Hippocrate et Empédocle, par exemple. Il faut définir la personnalité. La personnalité, qu'est-ce que c'est? Eh ben, ça vient de tragédie antique où on faisait en fait, on mettait des masques, on définissait ça comme la persona, ce genre de choses. La personnalité, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on voit, mais aussi ce qu'on ne voit pas chez une personne. Il faut donner la définition et décrire le sujet le plus possible. Énoncer son plan. L'annonce de plan, je considère qu'il faut la faire dans la mesure où ils verront si vous avez organisé vos idées selon le propre plan qu'ils auront fait en cours ou le vôtre. Essayez de glisser des connaissances en plus. Tout ce que vous pourrez baragouiner, des connaissances en plus, ça peut être sur de l'actualité. Par exemple, on vous sort un truc sur l'éthique médicale, la bioéthique. Eh ben, par exemple, vous pouvez sortir. Voilà, alors il y a d'autres thèmes qui sont encore d'actualité, comme l'IVG, l'AMP, donc l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, par exemple, c'est un truc qui fait débat. Eh ben, vous pouvez le lire dans votre copie. Ça, c'est un truc qui intéresse. Il faut pas être ennuyant. Si vous êtes chiant, ça va faire, le prof, il va détester on est d'accord, même dans la vie de tous les jours, on déteste les gens chiants. Il faut pas être chiant, il faut être intéressant. Conseil des profs, les introductions sont souvent trop longues. N'hésitez pas à aller à l'essentiel. Vraiment, 2-3 lignes peuvent suffire. Moi, je dirais au-delà de 6 lignes, c'est compliqué déjà par rapport à la place, par rapport à la proportionnalité de votre développement. Si votre introduction, elle est de la même taille que votre développement, il y a un truc qui ira pas. L'introduction, comme son nom l'indique, on introduit, donc phrase d'accroche, on définit le sujet, puis on fait une annonce de plan. Ensuite, le plan. Le plan, encore une fois, je vais vous le répéter plusieurs fois, on évite le dans un premier temps, dans un second temps. Il est généralement évident dans le sujet, un paragraphe, une partie, mais des fois, il demande une vraie réflexion et un esprit de synthèse. Vous repérez dans votre cours peut-être un bon outil pour avoir une bonne rédaction bien structurée, fait d'abord un brouillon. Alors, ce que dit cette diapo, c'est que lorsque vous allez arriver, je vais vous parler parce que c'est surtout ce qui intéresse souvent les personnes, c'est le vécu et comment ça se passe à l'examen. À l'examen, vous avez une sorte de folio, comme vous l'avez pour le S1, ça bouge pas. Et du coup, quand vous arrivez sur ce qu'on vous distribue, le sujet, vous avez à la première page la problématique et la rédaction. On vous donne à côté une feuille de rédaction. La feuille de rédaction, c'est une feuille A4. Et d'ailleurs, c'est moins qu'une feuille A4. Donc la feuille A4 en mode portrait pour le coup. Et vous n'avez pas plus. Vous ne pouvez pas dépasser. Vous ne pouvez pas avoir de rab. C'est que d'une feuille A4. Une fois que vous avez du coup le sujet, moi ce que je faisais, c'est que avant de faire les QCM, je me prenais un brouillon. Donc vous avez les feuilles roses et bleues, les fameux trucs. Je me mettais toutes les idées que j'avais en tête. Je les marquais au brouillon, je les marquais au brouillon. Je mettais tout en fait dans une sorte de brouhaha de connaissances un peu difformes. Et en fait, je balançais tout ce que je savais et aussi les trucs qui me semblaient utiles à raconter. Attention à ne pas faire de hors-sujet. On vous dit, il faut mettre un maximum de connaissances. Mais si vous mettez trop de connaissances qui ne sont pas en lien avec le truc, ça va être rédhibitoire par rapport à votre note. Si vous allez trop loin dans les connaissances et des connaissances qui ne vont pas dans le sujet, le prof, il va vous mettre du hors-sujet. Le hors-sujet, c'est la pire chose qui puisse vous arriver. Le hors-sujet, c'est la pire chose. On peut avoir des zéros pour du hors-sujet pour le coup. Peu importe si vous avez fait une bonne introduction, une bonne conclusion, vous faites du hors-sujet, c'est zéro. En tout cas, au tutorat, j'ai jamais vu de zéro, mais pour le coup, du hors-sujet, j'en ai déjà vu. Je pense que c'est assez, comment dire, assez violent de mettre des zéros pour un cours qu'on aura bossé et pour le temps qu'on aura passé dessus. Mais vous pouvez vous taper ça. Et un zéro en rédaction, c'est désastreux. Donc, du coup, voilà, je me mettais donc du coup ce brouhaha de connaissances, je mettais tout ça sur le brouillon, puis je passais au QCM. Je cherchais pas à organiser mes idées dans un premier temps. Par contre, du coup, je faisais mes QCM et je faisais en sorte que les QCM ils soient vite faits. C'est-à-dire que je ne reviens pas dessus après que j'ai rédigé la rédaction. Les QCM, vous les faites d'une traite et vous revenez pas dessus. Après, c'est une perte de temps. Les QCM, vous n'en avez pas beaucoup, vous en avez quelques-uns et généralement ils sont simples. Je le répète, les QCM sont simples. Par contre, du coup, en fait, vous allez tellement bien apprendre les cours du E7 qu'ils vont être simples. Vous allez tellement bien savoir les connaissances, enfin, les trucs, même l'infime connaissance, l'infime mot qu'il y a dans chaque diapo, vous allez connaître par cœur avec le 7. Et donc, du coup, les QCM, ils vont vous sembler évidents. Et ensuite, je revenais sur la rédaction. Je relisais un petit peu mes notes que j'avais sur le truc, je corrigeais, j'en rajoutais. Et en fait, ce petit passage de QCM, ça permettait de faire le blanc dans ta tête. Tu reset tout ce que tu avais en tête. Et après, du coup, tu as une deuxième chance de pouvoir retrouver un mot qui t'échappait lorsque tu arrivais sur le sujet au début, etc. Tu reviens à blanc sur le truc.
et après je rédigeais et je rendais. Voilà, ça c'était un bon point que je voulais déjà dire avec vous. Maintenant, on va revenir sur le plan. Souvent, il est évident dans le sens où, lorsque vous avez votre problématique, vous n'avez pas besoin de faire un plan dialectique, thèse, antithèse, synthèse. Ça, en tant que tel, c'est ultra utile lorsque vous faites vos dissertations au lycée, mais là, on s'en fout. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des connaissances, de la matière à manger, quoi. Ils veulent du truc. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est organiser un plan selon la problématique. Le plan, il peut être hyper évident, comme par exemple, tout évident, on vous demande d'écrivez les différentes théories de la personnalité, théorie de l'attachement, théorie freudienne. Et du coup, vous savez que dans chaque partie, vous allez parler de telle ou telle chose. Ça, c'est un plan hyper simple. Donc, chaque partie, ce sera telle théorie, il y en a 5. Donc, pour chaque théorie, vous allez faire un paragraphe. Par contre, lorsqu'on va vous sortir une problématique qui n'a rien à voir, qui est hyper ouverte, parce que vous pouvez tomber là-dessus, comme je vais vous présenter l'exemple. On a eu, il y a 2 ans, le sujet, c'était sur l'obésité. L'obésité, c'était un petit peu casse-gueule, parce qu'il demandait en gros comment est-ce que l'actualité, enfin en tout cas aujourd'hui, on pouvait percevoir et quelles ont été les avancées pour aider les personnes obèses, quel est le domaine de l'obésité. C'était un truc hyper flou, hyper large. Ça pouvait tomber sur n'importe quelle partie du cours. Et le cours, il faisait 15 ou 20 pages, je ne sais plus, il était immense le cours. Et pour le coup, c'était un sujet ouvert. Et moi, j'étais tombé des nues parce que j'avais appris par cœur mes plans, et que je savais pas trop de quoi parler, parce que ça correspondait pas à un plan particulier. Et donc, du coup, à ce moment-là, il faut bien réfléchir à comment organiser vos idées. S'il faut passer du temps sur plan, vous passerez du temps dessus. Si vous passez 15 minutes alors qu'il vous reste plus que 25 minutes pour rédiger, il faudra passer ce temps-là. Si vous organisez pas vos idées, vous allez faire un truc chronologique, parce qu'on peut retrouver ce système-là en dissertation de plan chronologique. Un plan chronologique, c'est la pire chose qui puisse vous arriver en IE7. Faut pas en faire. À moins que le plan vous le demande. À moins que la problématique vous le demande. Si on vous demande, parce que on avait des cours sur Vézal. Vézal, il écrit un gros bouquin. C'était sur la Fabrica. Ça doit parler aux redoublants, mais pour les passes, vous allez voir ça. Enfin, j'espère que vous allez voir avec Mercier, je ne suis pas sûr. Et en gros, c'était expliquer la vie de Vézal. Vézal, du coup, il est né patati patata, où est-ce qu'il est né, où est-ce qu'il a fait ses études. Donc ça, c'est un plan chronologique. Mais c'est extrêmement rare de tomber sur ce type de plan. Donc du coup, on organise ses idées avant tout. Le brouillon, je refuse de vous voir mettre le brouillon de côté. Il faut faire un brouillon quoi qu'il arrive. Le développement. Le développement, pour revenir sur une idée que je vous avais donnée juste avant, pas besoin de connaître votre cours par cœur. C'est-à-dire qu'il faut connaître les mots-clés, les idées clés. Le mot-clé et les idées clés, c'est des choses qui sont en gras, c'est des choses qui sont surlignées, soulignées dans votre cours. C'est des trucs qui sautent à la gueule lorsque vous voyez votre cours. C'est ça une idée clé. On s'en fout de connaître la phrase, le petit exemple de fin de cours, de coin de diapo du prof. Ça, on s'en fout. En tant que tel, c'est des choses qui sont pas intéressantes parce que les exemples, vous pourrez en tirer de votre vécu. Un exemple, voilà, on reprend l'obésité. Eh ben, si la problématique c'est quel impact psychologique l'obésité peut provoquer, donc vous pouvez parler de la grossophobie, de ce genre de choses. Vous pouvez parler de votre propre exemple. Si vous parlez de votre vécu plutôt que de l'exemple qu'a donné le prof, ça va l'intéresser. Ça, il a la flemme de connaître ce qu'il sait déjà. Si vous lui apportez des nouveaux trucs, de la nouveauté, des trucs qu'il n'a pas vu dans toutes les autres copies, ça va faire la différence. Donc du coup, les idées clés, c'est ce qui est en gras, surligné, souligné, c'est les mots importants. Pour être validé, les idées devront être ordonnées, définies, illustrées. Illustrées, vous n'allez pas faire un dessin ni un schéma, ok? Illustré, c'est vraiment dans la définition. Qu'est-ce que c'est l'éthique? On le définit. Vous sortez un mot compliqué, qu'est-ce que c'est? Si vous avez oublié un mot-clé, il est toujours possible de gagner des points en le décrivant. Ça, c'est le système de l'idée clé. Par exemple, vous vous souvenez plus. Alors, comment je peux. Alors, on va reprendre l'idée de la personnalité. Alors, vous vous souvenez que par exemple, pour Freud, il y avait le moi, le surmoi et le ça. Mais pour le coup, vous vous souvenez plus du surmoi, quel est son rôle. Enfin, vous vous souvenez plus quel est son rôle, son objectif. Ça, c'est le mot-clé. Quel est l'objectif du surmoi? Le surmoi, je le rappelle, c'est ce qui permet, en tout cas, qui est défini par l'éducation, par en tout cas votre vie, votre expérience, et qui permet aux idées du ça d'aller vers le moi, et donc du coup d'atterrir dans la conscience et de s'exprimer par la volonté de l'individu. Et donc du coup, si vous vous souvenez plus de ce que c'est le surmoi, eh bien en fait, vous pouvez juste décrire, en tout cas, l'idée clé qu'elle représente. Qu'est-ce que c'est le surmoi? Le surmoi, c'est ce qui permet au ça d'aller vers le moi. Par contre, vous pouvez dire, eh ben, Freud, il a décrit la théorie de la personnalité en 3 parties. En moi, qui est la conscience, en surmoi, qui est défini par l'éducation et l'expérience, et le ça.
sans avoir décrit précisément ce que c'est le surmoi. Ça, c'est le théorème de l'idée clé. Ne pas, donc, en fait, l'idée clé, si vous voulez, c'est du blabla. C'est ce que vous pouvez blablater. Ne pas trop détailler son brouillon, seulement y mettre le plan et les mots-clés. Conseil des profs, le but est de montrer que vous avez bien compris le cours et ce dont vous parlez. Bien sûr, je compte sur vous pour pas raconter des conneries à l'examen. La conclusion et l'ouverture. L'ouverture, putain de bordel de merde, vous allez m'en faire une d'ouverture. L'année dernière, c'était ma première année de tutorat, et j'ai dû corriger peut-être une centaine de copies. Et pour être honnête, j'ai vu peut-être que sur un quart des ouvertures. Les ouvertures, c'est ce qui conclut votre rédaction. C'est la dernière impression qu'aura le rédacteur sur votre travail. Donc du coup, lorsque vous faites votre conclusion, la conclusion c'est bien. Ok, on a fait une conclusion, j'ai repris les idées que j'ai balancées dans mon développement, mais qu'est-ce que ça apporte? Où est-ce que l'on peut ouvrir? Ça c'est ultra important. Du coup, la personnalité, eh ben du coup, on vous pose la question sur les 5 théorèmes, sur les 5 théories, pardon. Et ben donc du coup, en ouverture, oui, alors on peut étudier l'historique. Comment est-ce que la personnalité, en tout cas la vision, l'étude de la personnalité a été amenée? Ou alors comment est-ce qu'on peut l'étudier? Donc vous avez des trucs avec la tache blanche, la patte noire qui est en fin de cours. Vous pouvez ouvrir sur ce que vous voulez, pas nécessairement sur un truc du cours, même si c'est bien, parce que ça montre que vous pouvez faire des liens entre les cours. Ça peut être encore une fois sur votre expérience, sur votre vécu. Alors voici les différentes théories de la personnalité, mais on peut aussi étudier les nouvelles expériences de patati patata réalisées récemment sur la personnalité. Si je dois citer Science et Vie Junior, je peux citer Le Monde. Voici ce qu'a dit tel scientifique sur la personnalité. Est-ce que ça pourrait être intéressant d'étudier ça? Ça, c'est des trucs qui sont intéressants. C'est des trucs qui vous sortent du lot. Faites une ouverture. La conclusion est obligatoire également. Si vous faites une chouette introduction, un développement correct et qu'on ne vous retrouve pas de conclusion, mais où est-ce que vous vouliez aller? Vous faites votre introduction, le sujet, vous l'avez compris, vous faites votre développement, le sujet, vous savez l'expliquer, mais par contre, on ne sait pas conclure à pourquoi est-ce que vous avez baragouiné tout ce que vous avez dit juste avant. Il faut dire pourquoi est-ce que vous l'avez fait, où est-ce que ça vous emmène. Ça, c'est la conclusion. Et du coup, après l'ouverture, ça, alors, je vais pas prendre le nom de tous ceux qui sont là, mais vous me faites une ouverture. L'ouverture vous permettra de montrer à votre correcteur que vous avez bien compris et réfléchi votre sujet. Alors, vous avez remarqué que les diapos, vous les lisez si vous le voulez, mais c'est surtout moi ce que je vous raconte qui est important. Vous prenez des notes, etc. Ce que je dis là, c'est pour le coup, alors je veux pas dire que c'est la voix de Dieu, mais je pense que tout ce que je peux vous dire là, c'est des choses que vous pouvez mettre en pratique et qui ont été vérifiées. Parce que tout ce que je vous dis là, c'est des choses que j'ai entendues d'autres collègues tuteurs, d'autres collègues en année supérieure, et qui m'ont dit oui, ça c'est intéressant, ça je l'ai fait, ça voilà. Donc toutes les données que je vous dis, que je vous donne, elles ont été entrecroisées entre différentes personnes pour qui ça a marché. Donc je suppose, auquel cas, qu'elles sont justes. La forme, elle comptera pour une part importante de votre note. On rappelle, ça vaut 5 points quand même, la forme. Le fond, il prend 15 points. Ce sont des points facilement gagnés pour en faire la différence entre deux copies qui ont le même fond. N'oubliez pas les alinéas. En gros, au lieu, pour gagner du temps, on fait des alinéas pour organiser les paragraphes. Donc, un alinéa pour l'introduction, un alinéa pour l'annonce de plan. Ça, vous n'êtes pas obligé, par contre. Si vous voulez vraiment faire un truc quali, 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 vous faites un alinéa pour l'annonce de plan. Mais par contre, ce sera pas rédhibitoire si vous n'en faites pas. Parce qu'on considère que l'introduction, c'est un paragraphe à part entière. Par contre, bien santé à sauter des lignes. L'alinéa, c'est pour un paragraphe, un saut de ligne, c'est pour les différents morceaux de votre rédaction. Donc, introduction, alinéa au début de l'introduction. On fait semblant de sauter une ligne parce que c'est une feuille blanche, on est d'accord. On fait semblant de sauter une ligne, on laisse un espace, on fait notre développement. Pour chaque idée du développement, on fait un alinéa. On saute une ligne entre le développement et la conclusion, alinéa à la conclusion. En gros, il faut que ce soit beau. Il faut que le rédacteur ait envie de vous lire. Si vous faites un gros pâté hyper moche avec du blanc, de l'encre qui a coulé, des trucs ça dépasse, des trucs super moches, ça va être chiant à lire et vous allez partir sur des mauvaises bases. Faites un truc beau, esthétique. Et je compte sur vous là-dessus, vous êtes des hommes et des femmes de goût. Ensuite, la forme comprend l'orthographe et la syntaxe. Alors, par pitié, les ET, on ne fait plus d'erreurs. On n'est plus en cinquième. Les accent ou A normal, comme si c'est pour un participe ou pas. Les verbes ER et, on ne fait plus de fautes dessus. S'il vous plaît,
les choses simples. Quand vous avez un mot, par exemple, il faut écrire stéthoscope, si vous savez pas l'écrire, je m'en fous. C'est assez chiant, ok. Mais par contre, une faute de ponctuation, d'orthographe, une faute de conjugaison, sa mère, c'est super chiant pour le correcteur. On a l'impression que la personne, elle vient d'apprendre à parler français. C'est super chiant. Je vous assure, c'est super chiant. L'aspect général, il rend votre copie plus agréable à l'œil. L'alinéa, il faut que ce soit beau. Il faut que ce soit propre aussi. Vous pouvez mettre du blanc. Si vous mettez du blanc, il n'y a aucun souci. Vraiment. Vous pouvez faire une petite étoile s'il le faut. C'est chiant, mais vous pouvez faire une petite étoile et vous mettez votre idée que vous avez oubliée, soit sur le côté, soit à la fin. Mais faites un truc propre, un truc beau à voir. La capacité de synthèse. Ça ne sert à rien de blablater. Le seul, le seul moment où vous pouvez bablater, c'est si vous êtes sur ce qu'on appelle le syndrome des pages blanches, si vous ne savez pas quoi dire. Si le cours, soit vous l'avez mal compris, soit il y a le stress, vous êtes complètement perdu, là vous pouvez blablater. Ne rendez pas feuille blanche. Mais par contre, si vous avez des idées et que vous mettez des bonnes idées, ça sert à rien de gâcher le tout en blablatant. Si vous faites une super introduction, un super début de développement, une super fin de développement, une super conclusion, mais qu'entre les deux, il n'y a que du blabla, de la merde à raconter parce qu'il faut remplir la feuille, ça vous servira à rien. Les rédacteurs, ils corrigent des copies depuis, j'enlève le tutorat, mais les correcteurs corrigent des copies depuis minimum 10 ans. Les gens, ils savent ce que c'est du blabla. Ils sont passés là avant vous, ils ont fait les conneries que vous ferez. Ils le verront. Donc, pas la peine de prendre le correcteur pour je me permets, je parle peut-être hyper mal, mais vous ne prenez pas pour des cons. Ils savent que vous ne savez pas les choses que vous dites si vous essayez de combler le blanc de votre copie. Soyez synthétique et efficace. Conseil rédactionnel. Ok, les petites typos là, si vous voulez, vous pouvez les screen. Je vous autorise à les screen. À penser à utiliser des mots de liaison pour structurer votre rédaction. Les mots de liaison, c'est cependant, mais, ainsi, donc. Ça, c'est hyper utile dans le sens où ça fait des liens. Si vous vous donnez une idée dans le développement, premièrement, deuxièmement, ensuite on peut faire ça, enfin, donc pour conclure. Il faut donc faites des paragraphes par grosse idée. Ça, c'est ce que je vous ai dit. Il faut absolument tout rédiger, pas de tirets, pas d'abréviation. Les tirets, n'en faites pas, bon sang. Les chiffres, est-ce qu'il faut les écrire en lettres ou en chiffres? Ouais. Enfin, bref, par exemple, le chiffre 3, est-ce qu'il faut l'écrire TROIS ou est-ce qu'il faut mettre le chiffre 3? Il faut mettre un chiffre quand c'est souvent des pourcentages. Vous n'allez pas écrire 90%. Ça rime à rien. Quand c'est des pourcentages, quand c'est des données chiffrées de l'épidémiologie, par exemple, quelle est la prévalence de mortalité chez les femmes de plus de 50 ans du cancer du sein? Ça, c'est une donnée chiffrée. Vous pouvez le mettre. Par contre, par exemple, si on vous dit, pareil, alors juste avant d'enchaîner sur d'autres idées, pareil pour la date de naissance et de mort de la personne. Vous mettez pas 1603, 1604 en lettres, mettez-le en chiffres. Le seul moment où ça peut être très bien de le mettre en lettres, c'est lorsque, de 1, vous n'avez pas beaucoup de chiffres dans votre copie. Donc, ça va faire un petit peu, ça va sauter aux yeux, ça va faire un truc pas hyper sain d'avoir un chiffre au milieu d'une copie sans chiffres. Donc, essayez de l'écrire, mais aussi si c'est des chiffres petits et simples. Si on vous demande, par exemple, vous voulez mettre premièrement, deuxièmement, on met pas un 1 avec en indice ER. Si c'est deuxièmement, on met pas 2 indice ER, enfin E accent grave ME. On fait pas ce genre de choses-là. Et idem, si vous avez par exemple un truc hyper simple, par exemple multiplié par 2. On fait pas un croix avec un 2, une croix avec un 2. Si il y a un multiplié par 3, par exemple, l'incidence du Covid chez les personnes âgées par rapport aux personnes jeunes, il est multiplié par 4. On met pas une croix avec un 4. On met multiplié tout en lettres par 4. 4 en lettres. En fait, quand c'est très long à écrire, quand c'est du pourcentage, quand c'est des dates de naissance et de mort, il n'y a aucun souci pour le mettre en chiffres. Par contre, lorsque c'est par exemple, on va pas mettre un 4 ou un 3, vous pouvez le mettre en toutes lettres. Ça fait plus beau. Cherchez toujours à faire un truc beau et sain. Il faut absolument tout rédiger, pas de tirer. Les tirets, on n'en fait pas. On n'est pas là pour faire une liste de courses, aller chercher du lait. On veut faire un truc chouette. Donc, on met des mots de liaison au lieu des tirets. Ça fait un truc organisé. Vous savez parler. Vous savez organiser vos idées. Évitez de mettre vos idées dans le désordre. Faites un brouillon. C'est à ça que sert le plan. Si vous parlez, on reprend le même exemple de la personnalité. Eh ben, écoutez,
Premièrement, je vais vous parler de la théorie freudienne. Alors voici, Freud démontre qu'il y a le moi, le ça et le surmoi. Cependant, on peut étudier une autre technique, c'est la théorie behavioriste, ou autrement dit comportementale, donc avec euh, Pavlov, là on peut décrire la théorie de Pavlov avec les chiens notamment, on donne un exemple. Troisièmement, et du coup, on peut aussi rappeler que Freud a dit que le ça, le surmoi, c'est une théorie comportementale où le surmoi permet aux idées et aux pulsions du ça d'aller dans le moi. Ça a aucun sens. Organisez vos idées. Donc, si vous mettez ça, autant le mettre avant. OK? Ensuite, le sous-surlignage des idées clés, à ne pas faire sur une copie. Ça, c'est votre brouillon. On ne surligne pas, on ne surligne pas, on ne met pas des choses en gras ou en appuyant sur le stylo pour appuyer des idées sur votre copie. On rend un truc lisse, propre. Pas la peine de mettre, voilà, de surligner, faire un truc avec des couleurs partout, un truc qui rend moche. Pas la peine. Ça, vous faites sur votre brouillon pour organiser vos idées. Ensuite, conseil rédactionnel. Bien répartir son temps entre les QCM et la rédaction. Au tutorat, vous pouvez faire 30 minutes chacun. Au tutorat, on vous laisse 1 heure en UE7. 30 minutes QCM, 30 minutes rédaction. C'est comme ça, en gros, qu'on l'organise. Globalement, c'est comme ça qu'on l'organise. Cependant, à l'examen, ce sera pas nécessairement pareil. C'est mieux d'organiser vos idées en faisant moite-moite, donc 50-50 rédaction QCM. Mais par contre, il se peut que vous tombiez soit sur des QCM compliqués, soit sur une rédaction qui demande par exemple un plan plus détaillé. Donc vous passerez plus de temps dessus. Et c'est normal. Donc si vous n'arrivez pas à faire du 50-50, ce n'est pas grave. Mais c'est un conseil d'essayer de bien répartir son temps. Ne pas se laisser 5 minutes pour rédiger après que vous ayez fait votre brouillon. On a l'impression qu'avec le brouillon, une fois qu'on l'a super bien détaillé, en 5 minutes c'est plié, la rédaction c'est tout fait. Non, écrire ça prend du temps. Vous allez avoir mal à la main. Si vous écrivez vite, vous allez être moins efficace, vous allez faire moins de belles lettres, vous allez avoir plus tendance à faire des fautes. Et voilà, essayez de bien vous organiser. Vous venez avec plusieurs stylos partiels blancs et du blanc correcteur. La panne de stylo bleu, ça m'est arrivé sur un stylo. Heureusement, j'avais un deuxième stylo. Essayez d'en avoir au moins 2. Le stylo, noir ou bleu, ça on s'en fout. On n'écrit pas au stylo rouge et vert, bien sûr. Mais venez avec plusieurs stylos. Un crayon de papier pour le brouillon aussi, ça peut être pas mal. Du blanc correcteur. Le blanc n'est pas rogné. Vous pouvez prendre du blanc. Bien sûr, j'ai une petite préférence pour le blanc souris. Le blanc liquide, ça fait des gros pâtés, des grosses taches. Je suis moins pour ça. Deuxièmement, ça fait plus beau le stylo bic plutôt que si le stylo à plume vous le gérez, prenez-le parce que c'est beau. Par contre, si vous l'effacez au correcteur, le truc qui sent super bon, qui sent un petit peu le gasoil là, j'ai oublié son nom. Bref, ça, il n'y a pas de souci, mais faites attention à ne pas faire des gros pâtés. Ça, c'est la pire chose qui puisse arriver. S'entraîner au maximum chez soi. Alors, la méthodo, c'est comment est-ce qu'on bosse chez soi l'UE7. Toutes les techniques sont bonnes. La technique que vous avez pu mettre au S1 en place pour l'UE1, l'UE2, l'UE3, l'UE4 et l'UE8 sont bonnes. Si elles ont marché pour vous au S1, continuez. C'est pas parce que c'est une matière où il y a une rédaction qu'il faut changer sa technique. Il faut l'adapter. Si vous faisiez des fiches où vous fichiez tous les cours et que ça marchait, refaites-le. Si pour vous ça servait à rien et qu'il fallait apprendre tout par cœur dès le premier coup, faites-le. Si votre technique c'est la technique DJ, une autre technique, peu importe, faites-le si ça marche. Cependant, ne l'adaptez pas comme c'était pour les QCM. Il faut la remodeler et faire en sorte de la travailler autrement. S'entraîner au maximum, c'est en s'entraînant que l'UE7 ça va rentrer dans la tête. Les QCM, ok, mais s'entraîner à la rédaction. Ce que je faisais, du coup, je vous ai dit, les plans, faut les savoir par cœur. Ça, c'est la seule chose où pour le coup, faut être vraiment calé dessus. Ce que je faisais, c'est que je prenais une feuille blanche, un coup, une après-midi, un soir où j'arrivais plus à bosser, où j'avais la flemme de faire des QCM. Je me dis, bon, je vais pas regarder une série parce que pour le coup, je vais me sentir hyper mal parce que j'aurais pas bossé. J'ai fait du sport il y a 2 jours. Enfin, bref. Et vous vous dites, il faut que je revoie l'UE7, il faut que je le revoie bien en étant efficace. Je me prenais perso, je parle encore de mon expérience, une feuille A4 et je me rédigeais les plans de chaque cours. Pas les idées clés, pas les mots-clés, pas ce qu'il y avait dedans, juste le plan. Et vous allez vous rendre compte qu'une fois que vous avez le plan en tête, c'est beaucoup plus simple de blablater et de trouver vos idées. Les plans, faut les savoir par cœur. Si rédiger vos cours pour vous aider vous prend trop de temps, vous pouvez aussi les réciter à haute voix, bref, ça c'est des techniques. Pour vous entraîner, alors qu'est-ce qu'elles ont dit? Au début, vous pouvez faire des rédactions rédigées complètes, une fois que vous sentez que vous maîtrisez. Ok. Donc en gros, conseil, faites selon vous, pas selon vos amis, pas selon les techniques que font les autres, selon vous et selon la technique qui vous semble la meilleure et là où vous êtes à l'aise.
les sujets à réflexion. Ah bah elle est là, l'obésité, la fameuse. Alors l'obésité, alors par exemple, quels sont les enjeux du surpoids et de l'obésité pour la santé publique? Ça, en fait, on m'avait entraîné au tutorat pour des sujets fermés, c'est-à-dire qu'on me posait une problématique sur une partie particulière d'un cours certain. Mais là, on me pose une question sur une partie qui n'existe pas. En fait, c'était une question ouverte. Une question ouverte, c'est une question qui couvre plusieurs parties d'un même cours. Avant, par exemple, on te pose une question sur la personnalité, décrivez les 5 théories de la personnalité. C'est simple, c'est clair. Vous savez qu'il faut parler de ça. Par contre, si vous sort un sujet ouvert, expliquez la personnalité, par exemple, ou vous balance un truc hyper large comme ça, comment est-ce qu'on fait? Et ben là, il faut faire un plan détaillé. Et c'est en fait ce qui s'est passé avec l'obésité pour moi il y a 2 ans. Quels sont les enjeux du surpoids et de l'obésité pour la santé publique? C'était pas une partie, et j'ai dû trouver un plan, le réfléchir. J'avais pas, je me souviens à l'examen en plus avec le stress, j'étais un petit peu perdu parce que pour le coup, l'UE7, je la connaissais sur le bout des doigts. Je voyais pas sur quoi en fait je pouvais rater. Et on me pose un sujet ouvert et je me retrouve comme un con avec plein d'idées en tête, mais je savais pas comment les organiser. Et donc du coup, c'est là où le brouillon est hyper important. La rédaction n'est pas une simple récitation de cours. Certains professeurs peuvent vous demander une réflexion à partir de leur cours. C'est-à-dire que le sujet de la rédaction peut porter sur la leçon dans son entièreté. Je fais juste Ok. un petit point aussi là-dessus. Ah, c'était En fait, par rapport à ce sujet-là, c'est très important quand on a un sujet ouvert, en fait, c'est de bien lire le sujet. Donc, repérer les mots-clés. Donc là, par exemple, le mot-clé, c'est les enjeux. Donc, lister tous les enjeux qu'il peut y avoir pour le surpoids et l'obésité. Donc, enfin voilà, par exemple, nous, on n'avait pas de partie dans notre cours, comme disait Théo, sur les enjeux du surpoids, mais par contre, il fallait les retrouver par rapport à toute l'entièreté de la leçon. Donc là, c'est là qui est très important, c'est de bien lire le sujet. Théo, du coup, si tu veux reprendre la suite, j'ai la gorge sèche un peu. Bah, Vous entendez je un peux petit te peu. reprendre, mais je crois que c'est le sujet juste après, il me semble. Non. Ah bon, bah alors voilà à quoi ressemble la copie. Donc en gros, ça c'est ce que vous allez pouvoir faire en distanciel. C'est le genre de copie qu'on attend en distanciel parce que voilà, vous allez devoir le faire par ordinateur. Mais donc ça se compose d'une introduction. Donc vous la voyez, qui doit faire normalement à l'écrit pas plus de 3 à 4 lignes selon le professeur Nesloff. Parce que voilà, comme l'a dit Théo avant, il y a bien la définition à introduire avant et un peu de ce dont ce qu'on va parler. Pas faire un plan complet, mais au moins avoir les idées un peu claires là-dessus. Et ensuite, du coup, développer ces parties-là. Ça va faire la majorité de votre partie. Et la conclusion ouverture, pareil, elle doit pas être trop longue. Elle doit faire 3 à 4 lignes grande max. C'est juste pour reprendre les grandes idées, résumer en très très gros ce que vous avez fait durant toute votre copie. Alors, comment récupérer sa copie? Donc, si c'est en présentiel, en fait, on vous donnera des listes d'amphi où en fait, on va vous donner l'ordre des copies. Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est que quand vous allez faire une copie en présentiel, vous allez devoir noter votre numéro d'anonymat. Et nous, par exemple, on va dire, eh ben, les numéros qui commencent par de 0 à 2, par exemple, seront dans l'amphi F101, par exemple, peu importe. Et du coup, vous irez chercher votre copie là-bas. Donc c'est pour de faire en sorte que ça s'entasse pas et que vous puissiez la récupérer de façon assez rapide. En général, elles sont devant le tableau, elles sont déjà triées, donc voilà, vous avez juste à la chercher et c'est tranquille. Si c'est en distanciel, eh ben en fait, vous les aurez sur un drive. Et c'est pareil, vous serez averti sur les réseaux sociaux. Donc là, par exemple, vous aurez juste à faire un contrôle F et directement chercher votre numéro. Vous aurez directement votre copie avec la correction et la note avec. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très important aussi de suivre les réseaux sociaux, avec Facebook notamment. Mais on fera aussi des stories Insta pour vous prévenir de ça. D'ailleurs, ouais, ce sera surtout du distanciel, hein. Malheureusement, on va beaucoup rester en distanciel pour le moment. Le présentiel ne risque pas de reprendre tout de suite les loulous. Alors, c'est pas vraiment une nouveauté, c'est ce qu'on a mis en place depuis l'année dernière. C'est-à-dire que on vous fait une banque de sujets et chaque semaine s'ajoute un sujet qu'on appelle du coup hebdomadaire, où en fait on vous entraîne à avoir des sujets de toutes les sortes et très différentes. Le but étant que en fait on vous fasse pas un truc tout rédigé, que vous puissiez par exemple, on vous donne le sujet le lundi, donc vous avez le temps de le rédiger par vous-même, prendre ce que vous pensez être utile, tout ça. Et ensuite, ben, quelques jours après ou en fin de semaine, on vous donne notre correction. C'est pas une correction qui est rédigée, hein, c'est une correction où il y a les grandes idées qui sont dedans et vous corrigez par rapport à ce qu'on a mis. Le but étant qu'en fait, on vous fasse pas forcément de notes là-dessus, mais que vous puissiez avoir tout un panel de sujets différents
pour être prêt en fait à toutes les possibilités de sujets. Parce qu'en fait, on le rappelle, c'est pas parce qu'il y a un sujet qui est tombé il y a 1 an ou 2 qu'il peut plus tomber. Hein. Enfin voilà, ça s'est déjà arrivé il y a plusieurs années que ça s'enchaîne sur le même cours. Pour le coup, les sujets ils sont tirés au sort. Hein. Donc voilà, un cours qui est tombé, comme l'a dit Théo, une année avant. Le cours, par exemple, sur l'obésité, c'est pas impossible qu'il retombe cette année. Enfin, dans la globalité. Un cours qui est tombé l'année dernière, il peut tomber cette année. Et ainsi de suite. Alors, l'exemple... Non, Théo, il faut pas avancer. Du coup, comme on a eu un petit souci pour le sujet qu'on vous a préparé, comme vous n'aviez pas encore eu le cours là-dessus, on vous propose de composer sur ce sujet-là. Donc sur les sciences humaines, donc c'est le premier cours de Sylvie Nesloff. Donc comme sur le mode du tutorat, on vous propose de composer dessus pendant une demi-heure, c'est ça Théo? Tu me corriges ici? Une demi-heure. Ouais, une demi-heure. Une demi-heure, donc voilà. Donc on vous laisse préparer tout ça et on fera la correction ensemble dans une demi-heure. Voilà, et on donc, pourra répondre à vos questions. Donc moi j'ai 54, on va dire 55. Donc en fait, ça c'est un échauffement pour vous. OK, pour que vous puissiez vous rendre compte si vous avez bien compris. Donc dans une demi-heure, donc à 18h25, on revient vers vous pour faire une correction. Donc pensez bien à tout ce que je vous ai dit juste avant, à tout ce qu'on vous a dit juste avant, à faire bien un truc propre. Donc vous pouvez vous entraîner soit avec votre cours, soit sans votre cours. Ça, c'est vous qui voyez. Et après, on voit à quoi ressemble une vraie rédaction, puis on la corrigera du coup avec vous. Voilà. Donc, bon courage à vous, et on se revoit à 18h25. Ouais. Oui, c'est parfait. oui. Alors on va la commencer parce que, enfin voilà, franchement, ça va pas aider. Pour le coup, Excusez-nous, on pensait qu'elle avait fait comme l'année dernière la même intro, mais elle l'a pas du tout fait. Donc c'est notre faute, excusez-nous. Pas grave. Ouais, pour le coup, my bad, comme on dit chez les jeunes. Alors attendez, je repartage mon truc. En tout cas, vous en faites pas pour les prochaines. Celle-là, on l'a pas fait corriger parce que justement, c'est pour le sujet de méthodo, donc c'est pas classé ni noté. Mais les prochaines interros pour la séance 1, elles sont bien vérifiées par les profs, donc là-dessus, il n'y a pas de souci, vous l'aurez bien fait. Il y aura pas de quiproquo. C'est l'autre diapo que vous écoutez. C'est pas celui-là. Ouais. C'est pas. Ok, d'accord, autant pour moi. Celui-là. C'est celui-là, on est d'accord? Parce qu'il y en a deux maintenant de comme ça, y avoir. Non, c'est l'autre encore. C'est celui-là, c'est pas celui-là. Il y en a 3 de correction, vont bien. Alors, bonjour l'organisation du tutorat. Bienvenue. Oui, c'est là-dessus, c'est vraiment. Non, mais du coup, c'est celui-là où j'étais. Si, c'est celui-là, c'était celui-là. Bah, c'est celui où j'étais là, Loulou. Ah bon? Ouais. Vous définirez. Si, c'est ça. Vous définirez la place des sciences. C'est celui qu'on a proposé. Parfait. Alors, donc, il y a 7 étapes qu'on vous propose cette année. Donc, déjà, l'étape 1, quand vous avez le sujet, c'est que vous l'analysez. L'analyser, ça veut dire qu'on le décortique. Donc, on prend le sujet, on prend un code couleur, on prend les mots-clés, on les surligne. On annote et surtout, dès qu'on voit un mot-clé, par exemple, qui a une définition précise dans le cours, eh ben, tout de suite, on le marque dans son brouillon. Alors, deux parenthèses signent la présence de 2 idées différentes. Donc, en gros, quand il y a 2 idées, ça veut dire qu'il y a 2 paragraphes. C'est pas toujours le cas. Mais là, par exemple, dans ce cas-là, on dit à travers les différentes époques. Donc, ça sous-entend qu'il y a plusieurs époques, donc plusieurs idées à développer, donc plusieurs paragraphes. Voilà. Ensuite, tout ce qui vous propose en dessous, je vous invite à le screener si ça vous semble utile. Mais surtout, le plus important, c'est de bien le décortiquer et de bien faire attention aux mots-clés et aussi aux différentes idées que ça peut évoquer. Donc, une idée est égale à un paragraphe. Et ça, on n'oublie pas ça. Ensuite, l'étape 2, c'est se reporter à ses connaissances. Donc, on essaye de revoir un peu comment le plan du cours est fait. Et donc, c'est pour ça que c'est très important d'apprendre les plans du cours parce que ça facilite aussi pendant la rédaction. Tout de suite, si on connaît la structure, on sait où le sujet veut nous emmener. Et donc, après, on va pouvoir poser au brouillon les intitulés des paragraphes. Donc, c'est par exemple dire dans un premier temps, on va étudier. Oula, il y a un souci avec le diaporama. On va étudier au 19e siècle la philosophie qu'il pouvait y avoir sur
la science des psychologies, et ensuite on verra par rapport à maintenant, par rapport à nos jours. Alors, je crois qu'il y a eu il n'y a pas eu un souci, Théo, pour le diaporama là? Je suis en train de regarder. Parce que je crois pas que ce soit en rapport avec l'intitulé du sujet, donc ça m'étonne. Complètement. Non, c'est pas le bon, ça doit pas être le bon diapo encore une fois. Je suis désolé. On va y arriver, excusez-nous. Non plus. On va pouvoir on peut ouvrir aussi un sujet sur le choléra. Oui, allez, on va faire ça sur le choléra parce que vous l'avez vu au moins le choléra. Vous l'avez, oui, confirmez-nous, vous avez bien vu le choléra pour le coup? C'est avec l'histoire de la médecine, on est d'accord? Oui, oui. Ouais. Oui. Bon, on va faire le choléra alors. Et bien sûr, pour s'excuser, on payera une tournée à tout le monde. Autant pour nous. J'espère que vous avez enregistré ça parce que ça vaut des points, hein. Non. Pour le coup, je n'ai pas les sous. On va la faire, la villageoise. Pardon, autant pour moi. On divague, excusez-nous. Bon, alors ici, les mots-clés importants, du coup, vous illustrerez les différents aspects d'une maladie historique avec l'exemple de l'épidémie du choléra et de Napoléon III. 3 mots clés, maladie historique, donc ça, ce sera à définir en introduction, très important. Ensuite, l'épidémie de choléra, donc ce sera une des idées à développer également. Et de Napoléon III, ce sera la deuxième idée à développer. Donc ça signifie qu'ici, introduction, on définit maladie historique. Premier axe, on parle de l'épidémie du choléra, son histoire avec les différentes évolutions qu'il y a pu avoir. Et ensuite, le troisième axe, Napoléon III, la maladie historique qu'il a pu avoir, comment ça a impacté également la société. Donc ça, c'est la deuxième étape, justement, se reporter à ses connaissances. Donc c'est ce qu'on disait. On se remémore le plan du cours, donc par rapport à tout ce qui est cité dans le cours du professeur Mercet. On pose tout ça dans le brouillon. On essaie d'illustrer le plus possible avec des mots-clés de préférence, s'il vous plaît. N'essayez pas de rédiger le plus possible, ça fait perdre du temps. Le plus important, à la limite, si vous voulez rédiger, vous rédigez l'introduction et la conclusion, mais tout ce qui est du développement, vous mettez des mots-clés. Ça, c'est très important, ça vous évitera de perdre du temps inutilement. Donc ici, donc premier axe, on parlera du choléra en 1832 et ensuite de la lithiase urinaire de Napoléon III qui a eu aussi un impact sur sa vie et sur l'histoire de la France. Donc, c'est ce qu'on peut considérer comme une maladie historique. On n'est pas obligé d'avoir des sous-parties dans le plan, mais si ça aide à mieux organiser, alors il ne faut pas hésiter. Les sous-parties, c'est ce qu'on appelle les petits A. Vous savez, c'est le 1A, par exemple, évolution de l'épidémie de 1832 à 1840, etc., etc. Voilà. Le brouillon contient le plan détaillé, avec parties et sous-parties si vous en avez. Donc, c'est ce que je vous disais. Détaillé, ça signifie avec tous les mots qui sont importants. On évite le plus possible de rédiger, et ça vaut aussi partout. Vous allez avoir possiblement au second semestre des épreuves orales à la suite de vos classements. Donc, vous allez pareil avoir des sujets à analyser. Vous évitez de rédiger le plus possible. Parce que si vous devez rédiger une partie, c'est seulement intro et conclusion. On ne le dira pas assez, mais c'est vraiment très important. Et ce qui peut être aussi intéressant éventuellement à rédiger, c'est les mots et idées clés. Donc, c'est les définitions au final. Qu'est-ce qu'une maladie historique? Ça peut être intéressant à le développer dans le brouillon et ensuite à bien le rédiger sur votre copie finale. En fait, l'objectif en tant que tel, c'est lorsque vous avez une problématique, il faut savoir la diagnostiquer et l'étudier. On peut vous balancer des mots compliqués dans une problématique qu'il faudra définir, mais on peut aussi vous balancer une problématique qu'il faut définir dans son ensemble. Auquel cas, on sait que sur la question du choléra et de tout ça, on vous demande les différents aspects d'une maladie historique, mais pas seulement les différents aspects. Il faut savoir expliquer ce qu'est qu'une maladie historique, pourquoi est-ce qu'on définit une maladie d'historique, et aussi, du coup, développer l'exemple du choléra et de Napoléon III pour, du coup, expliquer ou donner l'exemple de la maladie historique. Vas-y. Alors, ensuite, l'étape 3, c'est faire son propre plan. Donc, c'est ce qui correspond à la consigne. Pour ça que c'est très important de bien l'avoir cadré au brouillon, parce que ça évite de faire des hors-sujets. Et ça se voit tout de suite au final. Si vous traitez des idées qui n'ont rien à voir avec le sujet, vous le verrez tout de suite. Donc,
ce qu'il y a à mettre là-dedans, donc c'est la partie introduction. On le répète avec les mots-clés, la définition. Ensuite, le développement avec les différents axes, les mots-clés également pour les différents axes. Et ensuite, une conclusion qui reprend les grandes idées. C'est pareil, alors la conclusion, c'est aussi une partie qui est très importante. L'idée n'est pas au final de reprendre chaque partie de manière précise, mais vraiment de reprendre la grosse idée de chaque axe. Par exemple, l'épidémie du choléra, on l'a vu, a été une maladie mortelle qui a profondément changé l'histoire de la France de par machin, 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 machin. Et on a vu aussi avec Napoléon III que sa lithiase urinaire a eu aussi des différents impacts sur l'histoire du pays parce que machin, machin, machin. Point. On évite le plus de développer. Il faut vraiment prendre la grosse idée et c'est tout. Est-ce que tu as des choses peut-être à rajouter, Théo? Non, je trouve que c'est complet ce que tu dis. En vrai, je pense que vous avez l'impression qu'on vous dit beaucoup de choses. En tant que tel, ça vous sert pas pour le moment. Mais en soi, notez-vous un petit peu toutes les infos qu'on vous donne. Parce que vous allez vous rendre compte que lorsque vous êtes devant votre rédaction, toute la petite info, la moindre chose que vous pourrez dire, ça va vous sembler hyper utile. Mais du coup, avec les exemples, avec les données qu'on vous donne avec Théo, ça pourra qu'améliorer votre copie, pour le coup. Alors, ensuite, du coup, l'introduction. Donc, l'accroche est facultative, mais elle est quand même intéressante. Je vous invite à en faire une. Essayez de faire en sorte qu'elle soit bidon. Vraiment, les accroches bidons, c'est le style de tout temps, les maladies historiques. Ça, c'est vraiment, ça n'apporte rien de spécial, mais essayez d'innover un peu, de faire quelque chose qui soit un peu catchy, qui prenne un peu l'attention du correcteur au final. Donc, ce qui est aussi très important, définition des termes du sujet. Ici, c'était maladie historique. Et surtout, le professeur Niezloff insiste énormément là-dessus. C'est 2 à 3 lignes l'introduction, 4 lignes au grand max. Et c'est en dactylographié, donc c'est-à-dire à la main, écrit à la main. Pour l'ordinateur, ça après, on sait que les aléas font que ça se passera comme ça se passera. Mais en tout cas, si on reprend les choses en présentiel et même pour le concours, vous ferez très attention à ça. 3 lignes, gros max. Et surtout, on évite d'annoncer le plan parce que surtout, c'est ça où ça prend des lignes pour rien. Et c'est aussi là que le professeur Niezloff insiste parce qu'au final, chaque année, elle trouve que ça fait perdre des lignes pour rien alors qu'on pourrait développer des choses beaucoup plus intéressantes là-dessus. Pour rebondir là-dessus, l'introduction, c'est la première impression que vous allez donner au lecteur. Si elle est foirée, si vous faites un truc banal, encore une fois, qui sort pas du lot, ça va pas l'intéresser. Lui, il va lire une copie comme il va en lire des centaines. C'est un truc, quand il doit lire votre copie, il doit se dire, putain, merde, celui-là, il a appris son cours. Lui, il sait de quoi il parle et il est intéressant. Ça, c'est l'objectif. Donc, l'introduction, la phrase d'accroche est tout aussi importante que l'ouverture et la conclusion. Le début et la fin sont hyper importants, voire même plus importants que le fond que vous allez mettre dans votre développement. Vous allez pouvoir mettre des choses hyper intéressantes dans le développement et il faut savoir l'introduire et le conclure. Ensuite, le développement. Donc, pour chaque axe, on va faire les listes des mots-clés. C'est-à-dire que, par exemple, pour la choléra qui s'est passée en 1832, on va lister tout ce qui s'est passé de très important. Par exemple, le fait de parler des bâtiments haussmanniens, qu'on a essayé d'écarter un peu plus les rues, on a rehaussé les bâtiments. Tout ce genre de choses, ça peut être intéressant à parler. Donc, marquez les grandes idées, donc un mot-clé à chaque fois, et que ensuite vous développerez quand vous rédigerez au propre. Et ensuite, la liste des exemples que je veux citer. Alors, attention, un exemple, on le cite. On ne le rédige pas pendant 5 lignes. Et ça, je vous le dis, c'est très important parce que l'année dernière, on s'en est tapé des rédactions où justement le professeur Aubry, par exemple, dans le cours de la vieillesse, vous parle de son grand-père. On a eu des rédactions sur 15 lignes de l'histoire de son grand-père. Ça n'a rien à voir en fait. Enfin, c'est pas que ça n'a rien à voir avec le cours, mais c'est que ça n'apporte rien de franc. Il faut quelque chose en fait qui aille directement dans l'idée. Et l'exemple, en fait, ne doit pas tenir sur plus d'une ligne à une ligne et demie. Mais vraiment, si vous pouvez citer un exemple, c'est le meilleur que vous pouvez faire. Il faut éviter le plus possible de le rédiger, l'exemple. Ce que vous allez rédiger, justement, c'est le mot-clé. C'est ce qu'il y a dans le 1, en rouge. Et ensuite, la conclusion. Donc, pareil, comme l'intro, en fait, bon, après ça, c'est les conseils de la référente UE7.
Moi, ce que je vous conseille, c'est quand même de bien rédiger votre conclusion comme votre introduction. Vous faites ce que vous voulez après, hein, c'est pas un souci, c'est de la méthode de chacun, c'est pas un problème. Surtout, ce qu'il faut éviter, c'est de perdre de plus de temps à faire, à essayer de corriger les styles de phrases. Vous pouvez rédiger les grandes idées et voilà. Par contre, ce qu'il faut très bien prévoir, c'est une petite ouverture. Alors, l'ouverture, j'y reviens parce que elle peut être importante selon certains professeurs. Le professeur Nesloff a tendance à ne pas aimer les ouvertures. C'est de l'avis de certains profs. Si vous tombez sur le professeur Mercet, il appréciera fortement que vous ouvriez sur un cours, par exemple, vous avez un cours sur l'histoire de la médecine, vous ouvrez sur ensuite la médecine au temps des Égyptiens. Et ben là, pour le coup, si c'est lui le correcteur, il sera fortement intéressé là-dessus et ça peut vous valoir des points en plus. Donc ça, c'est un coup de poker au final, un peu l'ouverture. C'est si vous le sentez, si vous sentez que votre ouverture est pertinente, alors allez-y, franchissez directement la porte, on s'en fiche de l'avis du correcteur. Mais si par contre votre ouverture est bancale, franchement, ne la mettez pas. Il vaut mieux conclure d'une façon correcte que de faire une ouverture bancale et qui cache complètement toute la rédaction que vous avez fait avant, en fait. Alors, pour le coup, je suis d'accord avec ce que tu dis. Ça sera en fait, appliquez-vous sur la formulation de l'ouverture et sur le style et le fond de l'ouverture, parce que c'est pas intéressant. Si c'est bancal, comme dit Théo, ne la mettez pas. Et pour le coup, je pense que ça peut que ajouter du bonus à votre conclusion et à votre copie. Une ouverture, si elle est bien amenée, si elle est légère, si elle n'est pas trop lourde, si elle permet de se poser des questions, ça peut être une question rhétorique, ça peut être une question qui ouvre à d'autres questions. Pour le coup, ce sera toujours intéressant. Ouais. Excuse-moi. Vas-y. En fait, je suis juste d'accord avec toi. Je me suis peut-être un peu mal exprimé, mais c'est juste que je pense que ça peut être un coup de poker à jouer et qui soit intéressant parce que justement, ça montre que vous avez de la culture, que vous avez justement, comme le dit le mot, de l'ouverture d'esprit. Et c'est là où ça peut rapporter des points en se disant, cet étudiant s'est cassé le cul à vouloir faire un rapprochement avec ce sujet-là. Il a voulu montrer qu'il a bien compris les choses et c'est pour ça que c'est là que c'est intéressant en fait de le faire. Mais le seul souci, c'est que si ça n'a rien à voir avec le sujet, effectivement, l'ouverture, finalement, n'a pas d'intérêt. Mais voilà, si vous avez quelque chose de pertinent, allez-y, franco. Excuse-moi, Théo, hein, je pense que tu voulais rajouter aussi quelque chose, mais Non, pour le coup, moi, non, mais en fait, je suis d'accord avec ce que tu dis. L'ouverture, ça peut aussi être, je dis juste ça en pro, on peut passer à la suite, ça peut être quelque chose du quotidien. Ça peut être une réflexion qui se passe en ce moment, comme je vous donnais l'exemple de l'AMP ou de l'IVG, par exemple, ça peut être dans le cadre de la bioéthique, notamment. Vous pouvez ouvrir sur si le sujet est en lien avec de l'actualité, quelque chose qui est intéressant d'aujourd'hui, vous pouvez le faire. Dans le sens où il faut qu'elle reste intéressante et que ce ne soit pas hors sujet. Vous soyez sûr que ça apporte quelque chose au sujet. Si le cours il parle d'un sujet et que votre ouverture permet de poser des questions sur le sujet, ça marche. Mais si ça parle, et aussi également, si votre cours parle d'un sujet particulier et que votre ouverture permet de la remettre en question ou de faire des suppositions contre l'adaptation que certains font de ce cours-là, ou de la notion que le prof veut parler, c'est intéressant, pour le coup. Alors, ensuite. Bon, voilà. En gros, vous l'aurez compris, c'est vraiment très intéressant d'en faire une. Et l'étape 7, c'est du coup de rédiger au propre. Donc, c'est là où il va falloir mêler le fond et la forme. Donc, le fond, c'est de reprendre toutes les idées clés que vous avez marquées au brouillon. Surtout, ne pas en oublier. Les mots-clés, c'est là où, en fait, ça va vous rapporter des points. Parce que, en fait, le jury, vous connaissez pas sa méthode de notation, mais en fait, le jury, en fait, a une grille avec les mots-clés qui sont marqués dessus. Au fur et à mesure que la rédaction avance, il coche tel mot-clé a été dit, telle idée a été dit, etc., etc. Et ça va vous rapporter des points. C'est pour ça qu'il ne faut en oublier aucun de ceux que vous avez mis sur le brouillon. C'est là où c'est très important. Donc, vous surlignez sur le brouillon à chaque étape, à chaque mot-clé que vous avez écrit ensuite au propre. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas en oublier. Après, voilà, Kenza vous propose
une méthode de couleur. Donc en jaune, vous mettez les mots et des clés, en bleu les exemples. Soit ça, c'est vraiment comme vous le sentez. Vous n'êtes même pas obligé de faire des codes couleurs, mais le plus important, c'est surtout de ne pas oublier quoi que ce soit et d'être bien clair dans son brouillon, parce que ça évite de se paumer justement quand on va rédiger au propre pour le fond justement. Et du coup, s'il y a des termes clés qui sont expliqués dans le cours, il ne faut pas hésiter aussi à les expliquer dans la rédaction. Donc après, c'est comme ce que je disais pour les exemples. Le but, c'est pas de l'expliquer sur 5 lignes, c'est de l'expliquer le plus rapidement possible pour reprendre ensuite des mots-clés qui sont intéressants. Voilà. Vous avez une page, et encore, c'est au concours, vous allez voir, c'est même pas tout à fait une page. C'est un peu moins à cause des encadrés au-dessus et en bas. Et bah du coup, il faut quand même être le plus concis possible et viser le plus proche possible les mots-clés. C'est là où c'est le plus important. Est-ce que tu as peut-être quelque chose à rajouter, Théo, pour le fond? Pour le coup, je suis bouche bée. Tu m'épates. Bon. Ensuite, pour la forme, attends, juste la forme. Ouais. Donc, des phrases courtes, précises, c'est ce que je disais, du coup, éviter les phrases à rallonge, éviter de citer des exemples pendant 5 lignes, vraiment, vraiment, vraiment. Enfin, je vous le dis vraiment 50 fois aujourd'hui, mais ne le faites pas en rédaction, parce que c'est là où on va vous enlever des points. Nous, au tutorat, mais aussi les professeurs. Ça, c'est des choses qui ils font vraiment très attention. On utilise des mots de liaison. Donc pour ça, on va essayer de vous mettre en place des mots de liaison qui sont courants. Cependant, il est vrai que, bien que, etc., etc. Le vocabulaire, on utilise des synonymes pour éviter d'être répétitif. Bah, c'est sûr, parce qu'au final, ça devient un peu moche au bout d'un moment si on utilise tout le temps le même terme. On vérifie bien sa syntaxe, l'orthographe, où c'est très important. Il y a des points spécifiques pour l'orthographe. Hein. C'est pour le tutorat, ça marche, mais aussi pour le vrai concours. Et du coup, on évite tout ce qui est rature pour que ce soit pas moche justement. Et on n'oublie pas les alinéas. Les alinéas, c'est en fait à chaque idée différente, donc à chaque paragraphe ou chaque axe. Et surtout, les sauts de ligne, ça, c'est entre chaque axe. Ça, c'est très, très important, les sauts de ligne aussi, histoire que la copie soit bien aérée. Parce que ça, c'est aussi un point que Théo a bien incité tout à l'heure. Ça va donner, en fait, une image à votre jury. À la fin, en fait, il va se dire, bah, cette copie était vraiment très propre, très soignée. Les idées étaient claires, bien classées. Ça vaut tant de points. Et même, en fait, finalement, on hésitait entre 18 et 17. Et ben, ça vaut 18 parce que franchement, c'était très propre, très bien organisé. Et c'est là où ça va bien vous aider. Surtout que ça aussi, c'est un truc que je vous le dis. En fait, les copies que vous allez rédiger pour le concours vont être relues par 2 jurys différents. Donc, il y en a un qui va corriger et un autre qui va relire pour vérifier que que tout a bien été fait, tout est bien en règle là-dessus. Et n'oubliez pas surtout de vous relire. Pour le coup, si vous devez perdre 2 minutes à la fin de relecture, ça vaut toujours le coup. Ça peut être de la relecture de formulation de phrases, d'oubli de mots, parce que souvent on est un petit peu en retard et on saute un mot, ou en tout cas on en oublie un, ou on en rajoute un, on répète 2 fois le même mot. C'est des choses qui sont un petit peu bêtes, elles sont oubliées facilement, mais pour le coup, ça rapporte des points. C'est ce qui fait hésiter, comme l'a dit Théo, c'est ce qui fait hésiter entre une bonne copie et une très bonne copie. Pour le coup, la relecture est nécessaire, quoi qu'il arrive. Alors, on récapitule toutes les étapes. Donc, elles sont en 7. On analyse le sujet. Donc, au moment où on vous distribue les copies, enfin même le polycopier justement avec toutes les QCM et le sujet, on l'analyse, on surligne les mots-clés importants, les idées à développer dans chaque axe. Ensuite, on se reporte à ses connaissances. Donc, on revoit dans son cours comment il est organisé, quelles idées sont importantes. Donc, par exemple, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, soit vous pouvez carrément remettre le plan du cours, soit vous créez selon vos connaissances, comment elles vous reviennent. Ça, peu importe, mais le plus important, c'est de bien le faire au brouillon. Ensuite, établir son propre plan. Donc, c'est le plan qui répond à la consigne. Donc, on l'a bien vu, s'il y a 2 idées, c'est-à-dire que ici, il fallait expliquer ce que c'était une maladie historique par rapport et justement par rapport au choléra et avec l'exemple aussi de Napoléon III. Donc là-dessus aussi, c'est très important. Donc il y a 2 idées à développer, le choléra
et Napoléon. Ensuite, l'introduction au brouillon, on peut la rédiger ou pas. Enfin, ça, c'est selon votre opinion. Mais le plus important, c'est de bien, en tout cas, expliquer, de bien définir le mot-clé important. Donc ici, par exemple, maladie historique, on le développe dans l'introduction. On ne le développe pas dans le développement, vraiment intro. Ensuite, le développement, donc, dans son brouillon, on marque les grands axes, les idées clés. Ensuite, la conclusion, pareil au brouillon. Soit on la rédige comme je vous propose, soit vous mettez juste des mots-clés. Et ensuite, on rédige au propre. C'est la dernière étape. Et c'est là où ce sera aussi le plus important. C'est d'avoir une belle copie, quelque chose qui reste en tête au correcteur et qui s'est dit, voilà, ça, c'était vraiment la copie type et qui mérite 19 ou 20, par exemple. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Le brouillon, il est hyper utile, mais est-ce qu'il est vraiment nécessaire pour tout et n'importe quoi? Après, c'est vraiment selon votre technique de boulot. Si vous vous rendez compte que vous avez tout besoin de mettre toutes vos idées au brouillon, avec les séances de 7, avec les entraînements, ok, on met tout au brouillon. Je pense que dans les idées, et en tout cas dans l'organisation des idées, le brouillon doit être obligatoire. Mais par contre, si vous êtes un petit peu ric-rac sur le temps et qu'il faut moins rédiger une introduction, ou alors on va peut-être un petit peu biaiser le développement, et c'est pas problématique. C'est pas problématique dans le sens où vous pouvez vous rattraper ailleurs. Donc voilà, bon après ça c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, le brouillon c'est pas rédigé entièrement, vous faites l'intro et la conclusion à la limite, mais c'est tout, le plan c'est juste détaillé avec des mots-clés. Et ensuite on va vous donner du coup la correction du sujet qu'on vous proposait tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est déjà la méthode qu'on vous donne, c'est un exemple, hein, vous n'êtes pas obligé de la suivre. Pareil, la correction c'est aussi un exemple, c'est pas non plus forcément, c'est un exemple des années précédentes. C'est pas forcément, c'est corrigé par le professeur Mercet, mais c'est pas forcément ce qu'il aurait pu faire exactement. Il a dit que c'était une bonne copie, mais voilà. Bref, vous en faites ce que vous voulez. C'est ça qu'on veut dire. Donc la première chose à faire, donc déjà vous voyez les maladies historiques, mots en gras, donc mots clés, on le définit. Donc c'est dire que ça marque l'histoire, ça touche une population sur une grande échelle et où ça peut aussi concerner un personnage historique à un moment clé de son existence. Et ensuite, du coup, on fait les différentes parties. La grande échelle, le personnage historique à un moment clé. La grande échelle, du coup, c'est le choléra et le personnage historique, et ici c'était Napoléon. On a bien la phrase d'accroche en italique qui sert à amener le sujet. C'est une phrase intéressante qui amène super bien le sujet parce que du coup, attention parce que on peut penser à faire une phrase d'accroche parce qu'il faut en faire une, mais la phrase d'accroche, dès le moment où si vous faites une erreur et qu'elle est hors sujet, c'est la pire chose qui puisse être. Donc on fait une belle phrase d'accroche qui reste dans le sujet, en lien avec le sujet, et aussi qui puisse amener la suite. Donc du coup, elle décrit les maladies historiques et donc elle donne la définition. Une définition peut être une phrase d'accroche par contre, hein. Ça peut être le cas. Oui. Et puis vous voyez justement ce que je vous disais sur la phrase d'accroche, c'est qu'ici c'est pas une phrase bateau. C'est-à-dire que ça reprend justement le thème. L'histoire de la médecine, ça nous aide en fait à rechercher nos racines. Et en fait, par exemple, vous voyez bien dans les cours du professeur Mercet, ça correspond totalement à son mode de pensée. Donc c'est vraiment le type de phrase d'accroche qui correspond bien à son cours. C'est essayer de comprendre d'où l'on vient et pourquoi justement on en est là maintenant dans notre médecine, etc. Alors, là, vous voyez en gras et surtout en jaune, là, ce sont les mots-clés. Ce sont les mots qui permettent justement de valider tous les points, en fait, pour avoir 20 ensuite à la fin. Donc, le premier thème, donc on l'a dit, c'était l'épidémie du choléra. Donc, bien sûr, rappelez la date, le lieu, donc c'était Paris, 1832, et combien de morts? 18 000 patients. Ensuite, le deuxième point, c'est une info que vous pouvez donner ou pas. Ça peut justement vous rattraper certains points que vous n'avez pas forcément eu. Par exemple, vous avez oublié de parler des 18 000 patients. Vous parlez, par exemple, vous avez oublié les 18 000 patients, mais vous dites que, par exemple, le choléra faisait perdre 8 à 10 litres d'eau par jour. Par exemple, ça peut vous rattraper un peu ce point-là. Et le jury sera peut-être plus patient par rapport au reste de la copie. Parce qu'il voit que vous avez quand même bien retenu les choses. Dire que c'était proche d'une révolution, c'était aussi important. Parler aussi de la petite révolution qui a eu le 7 juin, c'était aussi très important de dire que tout le monde s'est battu dans la boue, qu'il y a eu 200 victimes de chaque côté et qu'au final, ça n'a pas changé grand-chose. Parler aussi du roi qui était à l'époque.
et surtout de l'émissaire qui a été envoyé pour essayer de calmer toute la tension qu'il y avait par rapport au choléra. Et voilà. Et parler surtout de la peur bleue. Ça, c'est peut-être l'aspect le plus important pour le choléra. C'est justement, c'est aussi un élément de clinique, donc c'est là où si on se rapproche de la médecine. C'est dire que justement, on parlait de peur bleue parce que justement, c'était des personnes qui étaient très cyanosées, ceux qui avaient le choléra. Donc, les nobles en avaient peur et on appelait, ça vient de là l'expression peur bleue. Est-ce que tu as des choses à rajouter, mon Théo? Bah, en fait, bah, pour le coup, sur le choléra, j'ai pas grand-chose à rajouter. En fait, là, on va surtout vous décrire ce qu'il faut répondre en tant que tel, c'est la correction. Donc, en fait, pour le coup, ça, vous pouvez le retrouver dans votre cours. Ouais. Et puis, alors, juste, t'en reviens 2 secondes. Une partie qui est importante aussi, c'est la transition, la petite transition qui est faite. C'est un élément intéressant aussi parce que ça évite d'avoir des coupures trop rêches. Donc après, la transition ici, la critique qu'on peut lui faire, c'est qu'elle est un peu longue. En soi, elle va vous faire perdre des lignes, mais c'est de dire que ça peut être intéressant ensuite de se placer. On a vu ça par rapport à un événement historique, une maladie historique, qu'est-ce qu'elle pouvait avoir sur un événement. Et ensuite, ça peut être peut-être intéressant aussi de se positionner ça par rapport à un personnage, comment ça a pu influencer sa vie et la vie aussi de sa société avec Napoléon III. Voilà. Mais bon, le trou, c'est de pas faire ça en 3 lignes comme ici. Surtout qu'en plus, c'est en tapis ordinateur, donc c'est beaucoup plus long à l'écrit. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Et donc après, la lithiase de Napoléon III, parler de colique néphrétique. Ça, en fait, comme ce sont des éléments cliniques, des éléments qui se rapportent à la santé, et voilà, vous êtes engagé là-dedans, vous allez finir, je l'espère pour vous, dans les métiers de la santé. C'est très important que vous citiez justement ces mots-clés-là. C'est ce qu'on attend de vous, en tout cas, en tant que futur professionnel de la santé. Donc, parler des coliques néphrétiques, de l'urétrite qu'il a eu, des infections vénériennes, etc. Voilà, on va pas forcément tout développer, mais les mots-clés qu'on attendait en tout cas pour cette rédaction sont en gras et en jaune. Et puis pour le coup, un moyen parce que alors souvent vous allez voir chez Mercé, parce que ça arrive souvent chez Mercé, c'est surtout sur donc du coup la clinique et des pathologies particulières que l'on ne comprend pas forcément. Si en première année vous ne comprenez pas totalement la physiologie de pourquoi est-ce qu'il y a une maladie, pourquoi est-ce qu'il a eu ça, enfin retenez pour le coup, retenir par cœur, c'est pas une mauvaise chose. Ne pas comprendre pourquoi et qu'est-ce que c'est comme maladie, vous pouvez vous renseigner, c'est toujours utile pour vous, mais après ce sera surtout utile pour la P2 et la P, enfin pour les années supérieures pour le coup. Mais du coup, si vous vous renseignez, c'est génial parce que vous le retiendrez beaucoup mieux. Mais si vous ne savez pas exactement ce que c'est, à quoi ça correspond, en soi, c'est pas grave. Ne perdez pas de temps à essayer d'analyser qu'est-ce que c'est qu'une vraie colique néphrétique, quel type de douleur, qu'est-ce qu'un patient, comment est-ce qu'il l'exprime, etc., etc. Voilà, ça, ce sera pas utile pour le coup. Et ensuite, du coup, on passe à la conclusion. Donc là, c'est ce que je vous disais, l'idée, c'est de reprendre les grosses idées, mais vraiment les grosses. Donc pour conclure, on a vu le cas de l'épidémie du choléra et celui de Napoléon III, et ça a permis de montrer que la maladie, ça joue un rôle crucial dans l'écriture de l'histoire ancienne et contemporaine. Point. Limite, si vous arrêtez là comme ça, pour une conclusion, c'est déjà très bien. Ensuite, là où vous pouvez encore gagner des points, c'est de faire une ouverture. Et c'est là où justement ça va être intéressant, c'est ce qui est en vert, mais ce ne sont pas des cas isolés. On peut aussi mentionner plus récemment l'exemple de Monet qui fut atteindre la cataracte, et c'est ça par exemple qui a pu influencer tout son art en fait. Vous l'avez vu, hein, en fait il voyait plus rien, il voyait tout en orange, et du coup toutes ses peintures étaient oranges. Donc voilà, là ça peut être une belle ouverture, c'est de montrer que par exemple une maladie peut aussi impacter pas forcément l'histoire, mais aussi tout simplement l'art, le domaine artistique ou à tout autre domaine, mais c'est intéressant de faire une ouverture là-dessus en tout cas. Absolument. Et du coup, voilà, le fait que ça peut lier en fait à un autre personnage dont le cours parle, donc faire le lien aussi avec d'autres cours si vous le voulez, c'est pas une mauvaise chose. Faire avec le même cours, c'est très bien aussi, ou bien voilà sur votre expérience sur un sujet actuel. Voilà, si le cours
traite d'un sujet qui est encore d'actualité ou alors qui a réapparu récemment, vous pouvez faire une ouverture là-dessus. Mais dans le cas là, c'est une ouverture, on le voit, qui est légère et qui apporte des choses. Elle parle de quelque chose de concret et qui peut être utile. C'est pas un truc pour dire, voilà, je l'ai fait. Donc, voilà, c'est la dernière diapo. Alors, du coup, ce qu'on peut faire, c'est passer à la petite séance questions-réponses si vous en avez. J'arrête de streamer. Pour le coup, ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on peut le faire bon, activez votre micro en essayant d'écouter les uns et les autres et puis de pas couper la parole à une personne, enfin, etc. Je compte sur votre humanité là-dessus. Parce qu'on est vachement nombreux pour le coup dans ce groupe, dans ce salon 2, quoi. Donc, on vous écoute. N'hésitez pas à intervenir si vous en avez. On essaiera d'y répondre avec Théo, quoi. Je peux parler? Ouais, vas-y, je t'en prie. En fait, je me posais une question parce qu'à plusieurs reprises, vous avez présenté la feuille le sujet sur lequel on va pouvoir rédiger. Et en fait, c'est genre, il n'y a pas de ligne, c'est une feuille toute blanche sur laquelle on doit rédiger. Oui, absolument. C'est une feuille vraiment toute blanche. Pour le coup, Ok. il y a même pas des pointillés, il n'y a pas de... Voilà. C'est vraiment toute blanche. C'est une feuille à 4 blanches. Ça peut être pas mal de prévoir une règle aussi pour faire des traits au cas où, pour éviter de faire des trucs pas non plus. Bah, Ouais. en soi, alors tu peux faire comme ça. Et moi, la technique que j'avais, c'est qu'en fait, dès que les premières lignes sont droites, en fait, c'est dans un carré. Si tu veux, c'est pas toute la feuille à 4. Tout au-dessus de la feuille à 4, il y a un petit peu moins de place. Donc en fait, Il y a le bandeau, en fait, tu sais, pour les remarques, là où il y a marqué ne pas écrire machin, machin. ouais. Ouais. Et donc en fait, pour le coup, en fait, quand tu rédiges, si ta première ligne elle est parallèle au haut et en fait qu'elle est droite, et ben en fait toutes les autres elles seront forcément droites. Donc pour le coup, tu perdras moins de temps, à moins que tu te sentes et puis que tu aies besoin de te faire des lignes, ça y a aucun souci. C'est du temps qui est un petit peu perdu, on est d'accord. Mais si elle est belle la copie à la fin, ok. Mais pour le coup, je pense que en te référant aux lignes que tu as au-dessus, il n'y a pas de besoin. Ok, d'accord. Les autres. Est-ce que pour les sujets ouverts comme l'obésité, par exemple, les profs, ils sont un peu plus indulgents? Alors, bah, ça, on peut pas le savoir pour le coup. C'est un peu compliqué parce que ça dépend du correcteur en fait. C'est toujours comme ça. Vous allez pas avoir les mêmes personnes qui vont vous corriger. Certaines personnes, genre, je donne des noms comme ça, hein, mais par exemple, c'est Monsieur Jacques qui va corriger. Ben, il va corriger peut-être le candidat 1 et 2, mais pas le candidat 156, quoi. Tu vois. Enfin, du coup, c'est totalement différent. Et surtout aussi, ce qui se passe, c'est que en fait, si c'est un sujet trop ouvert et qu'ils se rendent compte finalement que c'était trop compliqué, ils vont prendre par exemple 20 copies et vont regarder les mots-clés qui sont sortis le plus souvent et essayer de se baser par rapport à ça, essayer de refaire un peu leur grille de correction. Donc au final, ils font tout en sorte pour essayer d'avantager tout le monde. Tu vois, enfin, le but n'étant pas de vous piéger, de vous donner la plus mauvaise note possible et que ce soit pas rattrapable. C'est vraiment, enfin voilà, tout est fait pour que ça soit bien au final. Ok, d'accord, merci. Et puis pour le coup, n'oubliez pas qu'il y a deux relecteurs, enfin, il y a un premier lecteur et puis un relecteur. Donc pour Ouais. le coup, la subjectivité d'un seul correcteur, donc de son humeur, de l'heure de la journée à laquelle il lit la copie, etc., pour le coup, elle est amoindrie. Il y a moins cet effet-là. On vous écoute, hein, n'hésitez pas si vous avez des questions. À prendre la parole. Bonjour. Salut. J'avais plusieurs questions. À un moment, vous dites que c'est bien de parler de l'expérience et du vécu qu'on a dans la copie, mais j'ai peur que comme on n'aborde pas trop quelque chose du cours, ça nous mette en hors-sujet. Je sais pas ce que je veux dire. Alors, tu veux en parler, Théo, du coup, vu que c'était toi qui avais des... Moi, Ouais, je veux bien en c'était tout, parler. je en parler. En fait, moi, je trouve que c'est toujours, enfin, le correcteur, il cherchera toujours un truc intéressant. En gros, par exemple, si on donne un exemple du cours, mais un exemple du cours qui a été répété 5000 fois. Alors, personnellement, j'ai que l'expérience du tutorat. Et donc, Théo, il a donné l'exemple juste avant avec la vieillesse et puis Aubry parlait de son grand-père. Quand je vais avoir une copie avec le même exemple qui va sortir tout le temps, et ben, au bout d'un moment, personnellement, moi, ça va me gonfler. Mais par exemple,
si on fait une ouverture, si elle est commune à toutes les copies, ça va pas ressortir. C'est bien, tu auras des points en tant que tel. Et pour le coup, avoir un truc parlant de l'expérience, parlant d'un truc de sujet d'actualité, un truc neuf, pour moi, je pense que ça peut être une super idée. Alors, pour le coup, est-ce que c'est dangereux du coup? Tout dépend encore une fois du type de sujet que vous pouvez avoir, je pense. D'accord. Alors, si tu as envie de Et rebondir. Allô? On m'entend? Ouais, est-ce que tu as envie de rebondir là-dessus ou Ben, après, moi, je suis pas forcément d'accord avec toi. non, bah vas-y. Là aussi, pour le c'est un coup, peu la subtilité, c'est que ça dépend vraiment d'un correcteur à l'autre. Moi, j'ai tendance à pas vraiment apprécier le fait que quelqu'un vienne me raconter sa vie dans une copie. Je préfère quand ça reste dans le cadre du cours. Je trouve que par exemple raconter ses expériences ou ses propres modes de pensée, ça s'accorde plus à un oral qu'à un écrit. Après, oui, tout à fait d'accord par rapport à ça, mais c'est juste par rapport à un sujet d'actualité, je dis. Quand je parle d'expérience, c'est pas tellement, par exemple, dans le développement de la personnalité, je suis d'accord avec toi, je vois pas l'intérêt de parler voilà, à 6 ans, j'ai fait mon premier caca ou je ne sais pas quoi. Mais pour le coup, dans l'expérience, moi, je visais plutôt, alors, ce qu'on a lu, par exemple, dans un journal un jour J, tu vois, une revue scientifique. c'est plus des connaissances que de l'expérience, du coup, les Ouais. connaissances extérieures. Oui, mais pour autant, ouais, oui. Alors, si vous voulez, on peut le dire comme ça. Pour moi, expérience, c'était ça, mais j'ai peut-être fait l'abus de langage de parler d'expérience. Ok. Ouais, parce que moi, je pensais plus que c'était une expérience de la vie, quand je devais Ah, mettre non, dans la copie. C'est pour Autant ça que ça pour me paraissait bizarre. Ok, et du coup, pour l'ouverture, est-ce que vous conseilleriez de faire des recherches annexes pour pouvoir étoffer un peu et du coup sortir du lot? Écoute, pourquoi pas finalement? Moi, je trouve que justement, c'est là où ça s'accorde peut-être le plus finalement à montrer qu'on a des connaissances qui vont au-delà du cours, justement l'ouverture. Donc ouais, ça peut être intéressant de s'intéresser à tout ce qui peut, aux nouvelles actualités et tout. Et surtout qu'en plus, il va y avoir des différents projets bientôt. Justement, on va vous faire des choses pour essayer de vous intéresser un peu aux actualités, ce qui se passe en ce moment, parce que ça peut vous servir à la fois pour le 7, mais aussi pour vos oraux si vous allez y passer. Donc comme ça, ouais, ça peut être bien. Ok, et au niveau de la forme, par exemple, est-ce que les sigles comme OMS ou PNNS, ça peut être, on a besoin de l'écrire en toutes lettres, ou est-ce qu'on peut l'écrire en abrégé, ou est-ce qu'on doit l'écrire une première fois et mettre l'abrégé en parenthèse pour continuer de l'écrire en abrégé, ou enfin oui. Il faut l'écrire une première fois. Quoi qu'il arrive, Ouais. quand tu mets un OMS, après, tu peux faire l'abréviation autant que tu veux dans la copie, tant que tu l'as décrit. OMS, Organisation On peut mondiale de la l'écrire une santé. fois. Ouais, tu le mets entre parenthèses, voilà, un truc. Ok. Le premier OMS que tu sors, tu mets entre parenthèses ce que ça veut dire, et après, tu n'as plus besoin de le mettre pour le coup. Ok. Et au niveau des données chiffrées, genre 1/5, on laisse comme ça, on est d'accord, on va pas s'amuser à écrire 1/5 en lettres. Non, mais pour le coup, ça, c'est le type de choses où tu n'as pas besoin. En fait, dans ce que je disais par rapport aux chiffres et le fait qu'il fallait écrire en lettres, c'est vraiment une lettre genre 3, 10, 15, ce genre de choses, tu n'as pas besoin de l'écrire Ouais. complètement en La chiffres. quantité plus. Ok. Genre quand on dit qu'il y a 5 théories, on écrit 5 en toutes lettres. Oui, ça c'est mieux, je pense. Ok. Et tu parlais des astérix dans la copie. Est-ce qu'on peut surligner les astérix pour qu'elles soient visibles dans la copie ou ça va pas être bon? Bon, Pour rien l'astérix, ils la verront quoi qu'il arrive, l'astérix pour autant. Voilà. L'astérix, Vraiment, ils vont pas le manquer. il faut vraiment rien surligner sur sa copie. Hein. C'est vraiment interdit. Hein. Ok. Et je crois que c'est Jarry qui en parlait. Tu disais que Neslof, elle aimait pas les ouvertures, mais du coup, comment est-ce qu'on finit notre copie? C'est ce que je disais au final, c'est un peu le culot parce que en fait, c'est là où ça va être gonflé, c'est que certains profs vont dire moi j'attends une ouverture et d'autres vont vous dire j'en attends pas. Donc c'est au final c'est plutôt si vous sentez que votre ouverture est pertinente, que ça permet d'ajouter quelque chose en plus à votre copie, allez-y à fond et puis on s'en fout. Ça va pas vous faire perdre des points. Hein. C'est juste qu'au pire, le mec va l'ignorer en face, mais ça vous perdra aucun point. Hein. Mais du Ça coup, peut être du bonus. vaut mieux terminer sa conclusion sans ouverture sur un sujet de Neslof avec juste le résumé de ce dont on a parlé précédemment.
Avec après, c'est pas Neslov, je parle. Parce qu'à Mercé, je sais qu'il aime bien tout ce qui est ramené à l'actualité, tout ça. Je sais qu'il aime bien les ouvertures qui sont soit extérieures Bah, au cours, genre on parle d'actualité et tout, mais Neslov, du coup. je pense que Neslov, en fait, encore une fois, je pense que si c'est un sujet de Neslov, c'est pas Neslov, tu vois, enfin, c'est Neslov qui va notamment établir la correction, mais je pense que c'est pas une mauvaise chose. Pour le coup, je pense pas qu'on puisse t'enlever des points pour une ouverture. On peut, comme l'a dit Théo, l'ignorer parce que bof, bon bah écoute, elle l'a fait comme ça. Ou alors ça peut que être du bonus, pour le coup. Ouais, je suis Si d'accord. vraiment t'as fait du hors sujet complet, ok, bah qu'est-ce qu'il me raconte là? Ouais, bon bah écoute, c'est chiant. Ouais. Et pour le coup, je pense que ça peut Ok. que être- Donc faut compter un peu sur le deuxième jury pour l'ouverture, quoi. Bah tu peux compter là-dessus, comme tu peux dire, en soi, ne réfléchis pas à ça. Si tu vois une ouverture, fais-la quoi. Je Ouais, pense que ok. peu importe le cours, du moment qu'elle est pertinente, qu'elle peut te permettre de sortir un truc qui pour le coup est vraiment intéressant, fais-le. Ok. Ok, bah merci beaucoup. Bonne soirée. Eh ben, bonne À toi soirée. T'inquiète. N'hésitez pas si vous voulez rebondir les autres, si vous avez d'autres questions, on est là pour vous. J'ai une autre question. Vas-y, on t'en prie. En fait, là, c'est une question qui est dans le channel général, je viens de la voir, et je pense qu'ils ont répondu dans les autres salons. Mais du coup, est-ce que vous allez faire, comme pour le premier semestre, nous proposer, ça change un petit peu du sujet, mais nous proposer des ordres, que ce soit pour les cours d'UE7 par exemple, parce qu'en UE5 et UE6, les profs nous ont donné des ordres, mais pas tellement en UE7, enfin, Nezeflos, je sais plus son nom de famille, mais elle nous a donné en gros, elle nous a bien séparé passé là. On n'a pas vraiment d'ordre, donc je sais pas si. Euh, je peux. Nous, en fait, on va se baser. Tu sais, déjà, en fait, il y a l'ordre des profs à peu près qui passe sur ADE. Donc, déjà, nous, on se base là-dessus. Et ensuite, on vous communiquera là-dessus. On a un ordre déjà. Donc, soit on demande à Neslov qu'elle publie le sien, soit on publiera le nôtre. Mais voilà, dans tous les cas, on vous laissera pas paumer comme ça. Il y a pas de, voilà, on vous accompagnera dans tout ça. Alors, Ok. normalement, je vous dis tel quel, il n'y aura pas de souci par rapport à l'ordre des cours parce que normalement, il est publié ou il sera modifié pour qu'il soit le plus correct possible. Bien sûr, n'hésitez pas à aller voir sur ADE pour vous aider, etc. On l'avait fait au S1 parce que justement, les professeurs n'en avaient pas fait. Et pour le coup, il était utile parce que vous voyez la date d'école, etc., etc. Mais par contre, si nous on en fait un, euh, pour le coup, on va le faire que si les profs, enfin celui des profs est soit hyper bancal ou soit ils en font pas. Parce que nous, Ouais. si on le fait, c'est en se basant sur les profs justement et les données qui nous auront procurées. Ok. Juste, je me permets, Neslov, elle a mis un programme sur Moodle. Il y a pas les dates exactes, mais je pense que tu peux déjà te baser sur ça pour avancer. Parce que moi j'avais juste vu en gros, elle avait listé les différents profs qui faisaient. Elle avait rangé en disant dans sciences humaines il y a ça, dans l'homme et son environnement il y a ça. Ouais. J'ai pas vu qu'elle avait mis un ordre. Après, pour être totalement honnête, l'année dernière, au niveau de l'ordre, on avait déjà fait la grande majorité des sciences humaines et sociales. On avait fait l'homme et son environnement et on avait terminé par la santé publique. Mais je sais pas si, parce qu'ils n'ont pas l'air de faire le même ordre cette année, mais si ça peut t'aider dans ton apprentissage, c'est ce qu'on avait l'année dernière. Ok, d'accord. Moi, je vous invite vraiment à regarder sur ADE en tout cas, hein, parce que là-dessus, il y a vraiment l'ordre. Il y a, en fait, même si les cours sont en présentiel ou en direct, ça vous donne un peu l'idée de l'ordre. Genre Millet, normalement, ces cours sont déjà en ligne, mais de base, ça arrive pas avant mars. Donc, par exemple, enfin voilà, même si je vous invite à le voir le plus tôt possible, parce que Millet, c'est la mort. Mais voilà, il y a déjà entre guillemets un ordre, quoi. Ok. Merci beaucoup, bonne soirée et bon courage pour tout le monde. Bonne soirée, Salut. bonne courage à toi aussi. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions pour le coup. J'adore ce petit silence, c'est hyper, c'est à la fois doux et puis un petit peu gênant. Je sais pas trop comment le prendre.
Bonsoir. Salut. Bonsoir. Alors, je voulais vous poser comme question, est-ce qu'il y a des cours qui sont plus faciles à apprendre que d'autres? Comme, je sais pas, un de vous avait dit que les cours de Millet, c'était la mort. Est-ce qu'il y avait d'autres cours de profs qui sont plus difficiles à avoir que d'autres? Je vais donner mon avis, puis après tu pourras donner le tien, Théo. Alors pour le coup, je pense que c'est beaucoup relatif à toi et à tes goûts. D'accord. Je sais que, par exemple, généralement, les cours de Merced, tout le monde les aime parce que c'est hyper. C'était celui de Millet qui, justement, je disais où c'était la mort, mais il était chiant à apprendre, mais franchement, il était très intéressant. Donc après, le tout, c'est d'essayer de s'intéresser le plus possible, je pense, à son cours pour l'apprendre le plus facilement possible, parce que si déjà de base tu pars avec des a priori dessus, tu te dis c'est chiant, c'est trop long, je vais pas y arriver, bah forcément en fait tu vas pas te cadrer là-dedans et tu vas juste pas y arriver forcément. Donc le tout, c'est d'essayer de s'y intéresser le plus possible. Même la santé pute où c'est de la merde, ben t'essaies de dire que c'est intéressant, t'essaies de dire putain bah c'est vrai quand même que ça parle de l'état de santé des Français, c'est quand même il y a quand même des données intéressantes, c'est l'évolution et tout. Enfin voilà, essaie toujours de trouver des choses qui t'interpellent dedans et qui t'intéressent, c'est peut-être là le plus important pour apprendre le cours, je pense. D'accord, merci beaucoup. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais. Du coup, bonsoir. J'avais une question au niveau des banques de sujets que vous allez donner. J'ai pas très bien compris. Vous aviez dit qu'au début de semaine, vous donniez un sujet. Ensuite, on avait 2-3 jours. Et après, vous publiez une correction. Mais j'ai pas très bien capté si ça c'était un peu le format call, mais en distanciel, ou si c'était en supplément et c'était pour nous faire une base et nous aider. Alors c'est complètement un supplément en fait. C'est vraiment c'est là pour que vous ayez le plus de sujets possible au moment des révisions pour pouvoir vous entraîner. Et le but c'est qu'en fait c'est ce que je disais, c'est que ce soit pas ultra rédigé du style où on vous met juste les grandes idées, les mots-clés qui étaient très importants, un peu comme si c'était un brouillon au final, tu vois. Et voilà, en fait, c'est là, ça arrive chaque semaine. On commence bientôt. On vous fera une com pour ça, il n'y a pas de souci, mais voilà, ça va bientôt arriver en tout cas. Ok, du coup, il y a ça, et en plus, on aura l'école du 7 normal, genre un jour, et la correction en fin de journée, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais. T'as l'école et les sujets hebdo, quoi. Ouais. Ok, merci. Alors ouais, les sujets hebdo, pour le coup, ils sont vraiment pas obligés d'être faits, c'est uniquement pour vous entraîner. On a tendance à dire faites des QCM pour que vous ayez avoir des instincts par rapport à une UE, à avoir des réflexes, mais aussi à s'entraîner tout simplement. Pour le coup, les sujets hebdo ne sont ni obligatoires, vous n'aurez pas de classement dessus, mais c'est hyper utile si vous avez un cours que vous ne comprenez pas et que vous voulez avoir des sujets dessus. Par exemple, vous avez un cours, voilà, encore une fois, je prends l'exemple de santé publique. Putain, moi je galérais à apprendre la santé publique, c'était infâme. Et pour le coup, m'entraîner à la fois sur les QCM, ça m'aidait à retenir les idées clés et à les poser sur le papier avec les sujets hebdo quand ils parlent. Enfin, à mon époque, j'avais pas le sujet hebdo. À mon époque, ça c'est une expression de vieux. Mais j'aurais kiffé avoir m'entraîner sur des sujets hebdomadaires, quoi. Alors, n'hésitez pas si vous voulez intervenir. Salut. Micro. Bonsoir tout le monde, hein, coucou. J'avais une petite question. C'est j'ai du mal à assimiler J'entends pas un ça de truc. vous. Pardon? On m'entend là? Oui, on t'entend, ouais. Ah bon bah ok. Du coup j'avais une petite question, c'est le fait que tu partes d'un mot ou d'une idée clé et que dans ton cours tu je sais pas, un paragraphe complet et que sur ton papier au final tu vas devoir y mettre 1 ou 2 lignes en explication. J'ai du mal à assimiler le fait que tu réduises autant ton cours, genre via des exemples ou quoi. Je me dis que si tu as un cours, c'est quand même que tes explications et tout, elles servent à bien illustrer ton propos. Et que si tu réduis autant, ton idée clé, elle va pas être bien expliquée. Théo? Ouais. En fait, moi, Allô j'ai pas très bien compris ce que tu veux dire. Ton inquiétude, c'est de dire que en fait, ils en attendent très peu de vous par rapport à ce qu'ils vous donnent comme cours, c'est ça? Ouais, voilà. Alors ouais, c'est là tout le défi de l'UE7, c'est de savoir vraiment faire un résumé de ses connaissances. Donc le but, c'est vraiment d'aller à l'essentiel pour essayer de montrer le plus de ses connaissances. Parce que tu vois, le gros souci, c'est que
c'est sûr, c'est vachement intéressant de développer tous les pans de la personnalité, par exemple. Mais le souci, c'est que si le sujet ne traite pas que de ça, tu vas louper des grosses parties de ton cours et des mots-clés notamment, et ça va te faire perdre des points. Donc le but, c'est vraiment de cibler le plus possible et de le réduire enfin, vraiment de cibler l'essentiel. Le mot-clé, le définir très rapidement et ensuite passer à une idée suivante. Mais voilà, c'est tout un entraînement qu'il faudra avoir. En fait, c'est un peu comme les QCM, ce sont des réflexes à choper. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir faire tous ces sujets-là qu'on va vous donner. Comme ça, en fait, tu vas de plus en plus comprendre la mécanique qu'il faut avoir, en fait. Mais c'est sûr, au début, enfin voilà, la première colle, faudra pas vous étonner. Vous n'allez pas forcément avoir des notes extraordinaires. Mais c'est normal, hein. On s'est tous tapé des 7 à la première colle parce que justement, on comprenait pas comment ça fonctionnait. Et au final, après, au fur et à mesure, ça va augmenter parce que justement, vous allez mieux comprendre et vous allez mieux assimiler tout ce qui est dans les cours. Ok, bah merci bien. Et puis gros bisous à tout le monde. Gros bisous à toi aussi. Bisous, mec. Si vous avez des questions sur l'organisation des séances, sur, je sais pas. Moi, j'avais juste une question. Alors, peut-être qu'elle a déjà été répondue, j'en suis navrée. Ou peut-être que vous avez déjà répondu sur un post Facebook, mais mon Facebook déconne en ce moment, donc j'en suis également navrée. Madame Neslov, dans son diaporama, elle parle de 2 épreuves. On a les 2 épreuves classiques plus une épreuve. Je voulais savoir à quoi ça correspond, sachant que je suis en redoublante, donc savoir si ça comptait aussi les passes LAS ou si ça concernait aussi les passes S. Et qu'est-ce que c'était que cette épreuve? C'est des histoires de session 1, session 2, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Alors, en fait, ça concerne pas les passes S redoublants déjà. Ça va concerner que les passes. En fait, c'est la session 1, c'est l'épreuve que vous allez passer en avril-mai. C'est en gros l'épreuve classante. Et c'est ça qui va vous donner le classement du S2. Et en gros, si vous avez pas validé votre année, parce que par exemple vous avez 9-7 ou je sais pas quoi à cause de l'UE7 parce que vous l'avez un peu manqué, et vous allez pouvoir passer en session 2 pour pouvoir valider votre année. Alors valider votre année, ça veut pas forcément dire passer, ça veut pas dire passer en deuxième année. Ça veut dire valider les crédits ECTS pour avoir ensuite une équivalence pour pouvoir passer en L2 de votre mineur par exemple. Ok, bon merci beaucoup. Je vous laisse, bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Salut. Théo? Ouais. Ouais, Moi, je peux te donner des petits conseils de révision, si tu en avais toi aussi, peut-être. Moi, j'ai déjà donné un petit peu comment je faisais avec mes fiches, ce que j'apprenais et tout. Tu veux donner tes idées, tu peux. Ouais. Du coup, moi, je suis arrivé juste après, donc je sais pas comment tu faisais. Mais du coup, moi, ce que je faisais pour apprendre, c'est pareil, je faisais une méthode de fiches où, en gros, je mettais juste la structure du cours, donc avec juste les axes, les grand 1, grand 2. Et j'essayais de remettre les grandes idées avec un ou deux, enfin, avec quelques mots-clés, hein, pas beaucoup, pour essayer de résumer, en gros, le cours. Et ça m'aidait à apprendre et à voir où en fait, où je pêchais. Donc voilà, ça peut être une idée pour apprendre, pour essayer de voir si en gros vous arrivez un peu entre guillemets à réciter le cours. Alors l'épreuve du E7, elle dure 1h30. C'est ce que disait Silbax juste au-dessus. C'est en gros dans ce que tu dois répartir, ça fait à peu près 45 minutes de QCM, 45 minutes de rédac, mais en soi tu la répartis comme tu veux. Parce qu'il y a 35 à 40 questions du E7. Donc au final, ça va assez rapidement pour les QCM. Puis encore une fois, les QCM sont simples. Enfin, soit ils sont simples, soit ils vont vous paraître simples, parce que vous allez tellement bien connaître les cours que franchement, pas de souci à se faire par rapport à ça, quoi. Au-delà de me concentrer sur les feuilles, et en tout cas sur les fiches, donc j'apprenais mes plans par cœur, et ce que j'aimais bien faire aussi, c'était pour chaque cours, une fois que j'avais établi le plan, c'est de me marquer les grandes idées clés. C'est-à-dire que hyper utile de connaître les idées clés. Donc je vous ai dit, pas la peine de connaître vos cours par cœur si vous n'êtes pas capable, c'est pas très grave. Si vous avez des idées clés, une fois que vous avez ça, vous pouvez enchaîner en parlant de tout et n'importe quoi. De tout et n'importe quoi, toujours en relatif avec le sujet. Je m'explique. Si vous avez une idée clé sans le mot clé, encore une fois, j'avais donné l'exemple avec le ça, le surmoi et le moi, c'est une bonne chose.
si vous regrettez de ne pas savoir à quoi ça sert le surmoi, mais quelle est la théorie freudienne, ben ça, c'est que du bonus. Vous le mettez, quoi qu'il arrive. Et du coup, moi, je faisais ça. J'essayais de me souvenir de ce qu'était la théorie freudienne. Et puis, voilà, d'essayer de me souvenir qu'est-ce que c'était le ça, le moi et le surmoi. Et puis, je faisais ça à peu près pour tous les cours. Donc, retenir les grandes lignes. Et après, pour le petit détail, eh ben, je faisais confiance à ma mémoire de lecture parce que j'envoyais mes cours assez souvent pour pouvoir m'en souvenir sans le répéter par cœur. C'est comme ça que je faisais. Il y avait aussi une petite question dans le chat, mais du coup, Sideback, ça lui a répondu. J'y réponds quand même à l'oral. Si on ne connaît pas parfaitement le cours, est-ce qu'on peut réussir au QCM? C'est quand même bien difficile. Il faut quand même bien connaître ses cours. Après, comme Théo le disait, c'est pas des QCM de bâtards. Ça va être quand même des questions assez basiques, mais il faut quand même avoir bien relu ses cours, quoi. Enfin, c'est pas, vous pouvez pas y aller en mode je les ai lus une fois ou deux et puis ça ira bien, voilà. Et de toute façon, en plus avec la rédaction, si vous les connaissez pas un minimum, vos cours, ça va être un peu la mort. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais juste savoir comment l'organisation se fait pour les tutorats du E7 en fait, genre pour la partie QCM et la partie rédactionnelle, comment on fait pour s'organiser? Par rapport à quoi? Enfin, la question, c'est par rapport à l'organisation ou genre Non, c'est pendant par comment rapport à comment donner sa copie, déjà comment on Ah, va nous ok. surveiller de faire 30 minutes par exemple pour la rédaction. Est-ce que c'est sur Moodle directement ou est-ce qu'on fait sur notre feuille puis Alors, du coup, on va faire notamment comme l'année dernière. Donc, pour les passes, ça va bouger du confinement. En gros, ça va tout être expliqué, notamment par Kenza, qui est notre référente, comment ça se passe. En gros, pour les QCM, ça bouge pas, c'est sur Moodle. Ok? Ça bouge pas. Et mais après, donc du coup, vous aurez un temps imparti pour faire votre rédaction. Et votre rédaction, en fait, on va demander soit, c'est beaucoup plus préférable de le faire sur feuille et ensuite de la scanner. Vous prenez 5 secondes pour scanner votre feuille. Vous avez des outils des applications pour scanner votre feuille et la déposer en PDF sur je crois que c'était sur Moodle. Et après, du coup, nous, on arrivait et on l'avait sur notre drive pour corriger, on vous mettait une correction. Ou bien directement de nous envoyer le taper à l'ordinateur, en fait, si vous n'aviez pas les moyens de nous envoyer par PDF ou par photo. Alors, bien sûr, c'est encore mieux si vous pouvez le faire par écrit, papier, et après que nous, on le corrige, parce qu'à ce moment-là, on pourra vous donner des indices ou des propositions d'amélioration sur votre écriture, sur votre style. Si on a, nous, du mal à vous lire, ça vous donnera l'indication de vous appliquer un peu plus ou de faire des meilleures lettres, ce genre de choses, quoi. on Et peut tout ça, envoyer ce par sera. photo les sujets? Enfin, nos rédactions ou pas? Ben, si tu peux le faire par photo, mais en fait, le truc, c'est que, genre, des fois, c'est beaucoup plus préférable que ce soit, comment je pourrais dire, scanné, parce que des fois, on a des photos qui sont vraiment trop moches, et pour les agrandir, genre, après, on voit rien quand c'est compliqué à lire, quoi. Mais en gros, tout ça, ça va être réexpliqué, genre, dans les coms qui vont être sortir. Ça se trouve, elle va décider de faire autrement. Je te décris comment c'était fait l'année dernière. Ça se trouve, elle va décider de faire tout autrement, puis ce sera tout aussi bien. Puis juste pour les 30 minutes, il faut qu'on fasse nous-mêmes, qu'on soit honnête avec nous-mêmes ou du coup, c'est juste pour par rapport à cet aspect-là aussi pour le temps en fait. Comment il faut le gérer nous-mêmes ou il y aura un système. Est-ce qu'il y aura un temps merde, même pour la rédaction? Ouais. C'est ce que tu veux dire? Surtout pour la rédaction, ouais. Je sais plus s'il y en avait un l'année dernière. Théo, tu sais s'il y en avait un l'année dernière ou pas? Non, il n'y a pas de temps limite en fait entre les deux trucs. Pour le QCM et rédaction, en fait, c'est vous qui le gérez. Si tu veux faire 10 minutes de QCM et puis 40 de rédaction, enfin 50 de rédaction, en fait, c'est toi qui vas le gérer là-dessus. En tout cas, le tout, c'est de répartir le temps en 1 heure. Tu répartis après les QCM rédac comme tu veux. C'est pas un souci. Ouais, et donc du coup, bon, pour compléter ta question, ce sera pas en fonction de vous. Donc on va pas compter bien sûr sur votre. Ça me semblait un petit peu étrange, bien sûr. Mais du coup, ce sera chronométré. Ok.
Ok, les autres, n'hésitez pas si vous avez encore des questions. Je sais pas si on est encore nombreux sur le vocal, aussi encore un petit peu de monde. On est encore pas mal. Il y a encore pas mal. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vais pas vous cacher que ça commence à se faire faim. Donc pour le coup, Bonne soirée. Bonne Bonne soirée. Ok. Merci encore. bon bah on va pouvoir mettre fin au truc, je pense. Si vous avez d'autres questions enfin, vous n'aviez pas osé les poser comme ça à l'oral, de toute façon, il y a la boudu. On y répondra, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, vous en faites pas si jamais ça vous vient après. Voilà. Eh bah écoutez, bonne soirée à tous. Et puis on se retrouve très vite pour la première colle du ESSEP. Allez, gros bisous à tous. Bisous.